voix, comme on dit, qui n'était pas là la semaine dernière, donc il faut peut-être que j'étoffe un petit peu mon rappel, même si Jean-Pierre en a fait une partie. Voilà. Alors, d'abord, commençons par rappeler quelques définitions dont certaines me sont chères. D'abord, Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? J'insiste toujours pour le répéter, c'est d'abord et avant tout un système informatique. Et un système informatique qui fait une chose très simple, il récupère des transactions qui sont entre des comptes numérotés d'une part, d'autre part libellés dans une unité de compte qui s'appelle le Bitcoin, et qui les rend disponibles de façon universelle, permanente, immuable, non effaçable et publique, c'est-à-dire en clair. Alors, en même temps, il faut que j'arrive à faire marcher ça. Alors, comment le fait-il? C'est là que... Alors, bon, je continue, parce que ce que je vais vous dire là n'a pas tellement besoin de projection. Il n'empêche que si c'est essentiellement un système informatique, et ça je tiens beaucoup à y assister, pas une monnaie d'abord, au sens primaire, il n'empêche que ça peut servir de monnaie. Pourquoi ? Parce que si Jean-Pierre me rend un service, mais il me paye un café, il peut accepter qu'en échange de ça, j'entre une transaction dans le système Bitcoin disant je lui ai versé 1 euro tel jour à telle heure. Hein, et il le fera pourquoi ? Parce qu'il pense qu'à son tour, comme c'est un truc qui est public, connu de tout le monde et immuable, ben, il peut penser qu'à son tour, il pourra l'utiliser pour à son tour compenser, si vous voulez, un service que quelqu'un lui aura rendu. Alors, j'essaie de faire 36 choses à la fois, mais je vais quand même y arriver, vous allez voir. En plus, j'ai pris un dispositif un peu moins complexe que celui de la semaine dernière. Donc, c'est pas pour ça que ça va beaucoup mieux, mais enfin bon. Ça va marcher quand même. Oui, c'est ça, voilà. Ça vient, ne vous en faites pas. Alors. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas dupliqué. Bon, attendons qu'il se calme. Alors donc, si vous voulez, cette unité de compte qui est proprement interne au système informatique Bitcoin et peut servir de monnaie d'échange, c'est le cas de le dire, et dans la mesure où si j'en accepte un jour, c'est pour m'en servir demain, et non pas tout de suite, généralement demain ou après-demain, elle sert aussi de réserve de valeur, par définition. Ça, c'est une vieille querelle que j'ai avec quelques économistes qui pensent qu'on peut séparer les fonctions. En fait, je pense qu'on... À gauche dans le blanc. Voilà. Alors, il faut cliquer à gauche dans le blanc. Ah ben oui, c'est vrai ça. J'oublie de vouloir tout faire à la fois, oui. Et bien même ça va. Hein, bon. Donc ça, on l'a vu. La suite, voilà, quand j'ai cette unité de compte, c'est en particulier, ça veut dire que posséder des bitcoins, comme on dit, ça n'est absolument pas posséder des pièces ou des billets ou n'importe quoi, c'est simplement posséder et connaître la clé informatique qui va vous permettre d'accéder à certaines transactions qui vous sont destinées et que donc on va pouvoir de cette façon réutiliser. Hein. Et la seule façon, si on possède, comme on dit, des bitcoins, la seule façon de les utiliser, c'est de créer des transactions à l'intérieur du système bitcoin. Il n'y a pas d'autre façon de les utiliser. C'est en ce sens que je dis que c'est une unité de compte purement interne et que ce bitcoin n'a aucune existence en dehors du système informatique qu'il supporte. Bon, ça c'est extrêmement important et pourtant c'est très souvent oublié, ce genre de considération. Alors je vous le disais, ça c'est la suite, que néanmoins ça peut être utilisé comme contrepartie d'un échange et donc comme réserve de valeur, ce qui a les attributs d'une monnaie, donc que ce soit ou que ce ne soit pas, peu importe,
ça fait monnaie. Et enfin, il existe dans Bitcoin, comme dans tous les systèmes que nous allons voir, un dispositif de change qui permet d'échanger cette unité de compte contre d'autres, en particulier des euros, des dollars, des marques, des yens, tout ce que vous voulez. Bon, ça, c'est le côté monnaie. Alors, comment ça marche? Ça, je résume ce qu'on a vu la semaine dernière. Premier rôle, création des transactions. C'est fait par ce qu'on appelle des wallets ou portefeuilles. On m'avait demandé la semaine dernière de vous montrer comment c'était fait. Je vous en ai apporté la photo de deux qu'on verra tout à l'heure. Mais après ça, une fois une transaction créée, elle est diffusée dans tout le réseau, puisqu'il s'agit bien d'un réseau d'ordinateurs qui comporte probablement quelques dizaines de milliers d'ordinateurs. Donc les transactions, une fois qu'elles sont dans le système, sont diffusées dans tout le réseau et stockées localement par pratiquement tous les ordinateurs après avoir été intégralement vérifiées. Et pourquoi elles sont vérifiées à chaque fois? C'est parce que comme on ne sait jamais qui est connecté et pas connecté au réseau, il faut exercer la plus grande méfiance et vérifier, quand on est un nœud du réseau, vérifier tout ce qu'on reçoit avant de l'exploiter. Donc, il y a ça sur tous les nœuds du réseau. À partir de là, il y a quelques ordinateurs du réseau qui se dévouent. Ça s'est pas toujours appelé se dévouer, mais enfin bon, ça peut presque être ça, pour fabriquer avec ces transactions ce qu'on appelle des blocs. Un bloc, c'est comme une page de livre, si vous voulez, puisqu'on l'écrit dans un grand livre, on commence par prendre les lignes, on les met dans un livre, et on scelle chaque page pour éviter qu'elle ne pourra plus jamais être modifiée. Bon. Ça, c'est ce que font les mineurs, et ils sont payés pour faire ça par de la création monétaire. Ensuite, ils envoient ça dans tout le réseau, les blocs qu'ils ont construits, à condition qu'ils soient valides, ils les envoient dans tout le réseau, et un certain nombre de gens, un certain nombre de nœuds qui ont décidé, ou plutôt leurs opérateurs, qui ont décidé de tenir localement un exemplaire de ce grand registre, si vous voulez, vont voir s'ils peuvent ajouter la page qui leur arrive à leur exemplaire local du registre. Et pour ça, ils ont un algorithme extrêmement complexe, qui est à mon avis le cœur du système, par lequel ils décident ce qu'ils font des pages qu'ils reçoivent. Bon. La plupart du temps, et pour la plupart d'entre eux, ils vont simplement l'ajouter en dernière page de leur livre, et puis voilà, tout est joué. Mais il y a des tas et des tas d'autres cas qu'il faut être pris en compte. Ça, c'est ce qu'on appelle un nœud complet, c'est-à-dire un nœud qui sait non seulement diffuser les transactions autour de lui, mais aussi conserver localement, se construire localement un exemplaire de la chaîne de blocs. J'insiste bien se construire, parce que ce n'est pas du tout un cas dans lequel il y en a un qui construit la chaîne de blocs et tous les autres la recopient. Chacun de son côté la reconstruit après avoir tout vérifié de nouveau. Bon. Et c'est pour ça que j'accepte volontiers les transactions comme monnaie, parce que je sais qu'une fois qu'elles sont écrites là-dedans, plus personne ne peut les changer. C'est là-dedans pour l'éternité, ou presque. L'éternité, c'est un peu long, alors, donc n'allons pas jusque-là. Et puis tout le monde peut le consulter et vérifier qu'effectivement, j'ai bien payé tel jour à telle heure l'euro que je devais à Jean-Pierre. Et voilà. Donc, bon, c'est pour ça, si vous voulez. C'est parce que, in fine, non seulement c'est mis sous un format qui n'est plus modifiable, mais en plus, il y en a 10 000 exemplaires dans la nature qu'on peut consulter et vérifier. Alors voilà ce que ça fait. Alors j'insiste sur le fait que ça, c'est différents rôles, joués par des nœuds différents du réseau. Un même nœud peut jouer plusieurs rôles d'ailleurs, mais comme ça. Chaque opérateur d'un nœud peut décider de jouer ou pas tel rôle, changer de rôle à tout instant, quitter le réseau, entrer dans le réseau. C'est ce qu'on appelle un réseau ouvert pair à pair, et ce qui pose d'ailleurs de nombreux problèmes, comme on le verra tout à l'heure, mais en même temps assure la confiance que l'on peut faire aux écritures qui sont dans le réseau. Alors, cette opération repose au gros sur deux bouts de programme qui sont absolument cruciaux, dont on reparlera tout à l'heure. Un protocole de validation des transactions, c'est-à-dire un bout de programme qui permet de savoir si oui ou non une transaction est valide et peut être acceptée. Alors, il faut qu'elle soit bien formée, il faut que les comptes existent, il faut que les comptes soient approvisionnés, il faut que l'originateur, enfin, l'auteur de la transaction, la signe et soit bien le processeur, les comptes qui alimentent la transaction, etc. Donc ça, c'est vérifié
d'une part à chaque étape de la diffusion des transactions par tous les deux, d'autre part à la construction des blocs par les mineurs qui les construisent, et troisièmement par les gens qui les assemblent. Ils refont à chaque fois toutes les vérifications. C'est-à-dire, au bout du compte, on peut compter que les transactions sont bonnes. Et puis, il y a un deuxième protocole qui est là pour vérifier que tous les nœuds complets construisent bien la même chaîne de blocs, hein, et c'est ce qu'on appelle un protocole dit de consensus. Pour qu'ils arrivent bien à construire la même chaîne, s'ils n'y arrivent pas toujours, il y a des erreurs que le protocole rattrape, etc. C'est en ce sens que c'est extrêmement compliqué. Ah. Ça recommence. Sinon, je suis trahi par la mécanique. Pareil à gauche. Voilà. Alors, on m'avait demandé de vous montrer ce que c'est qu'un wallet ou une interface utilisateur. En voilà un. Ça, c'est l'interface originale du programme global Bitcoin tel qu'il existait au départ, Bitcoin Qt. Voilà. Qui existait enfin au départ, il y a quelques années. Alors, c'est pas très lisible malheureusement. Est-ce qu'on peut mettre peut-être légèrement plus au point? On va dire qu'on voit l'adresse qui est en haut. Vous voyez, dans l'autre sens. Non, je pense à ça ici. C'est un peu non, meilleur. c'est un peu mieux, vous ne pouvez pas mettre ça. Bon, enfin, peu importe, parce que même si vous arriviez à le lire, vous n'y comprendrez rien. Vous n'y comprendriez rien, donc c'est pas grave. Hein. Bon, vous avez tout là-haut, pour ceux qui ont des bons yeux, vous avez ce que c'est qu'une format d'une adresse, autrement dit un numéro de compte en Bitcoin. Hein. Bon, alors, c'est complètement cryptique et sibyllin. Chaque utilisateur peut en avoir autant qu'il veut. Il les demande, on les lui donne. Hein. Et il peut évidemment leur donner un numéro, leur donner un nom symbolique qui conserve soigneusement par devers lui, bien sûr, dans ce qu'on appelle le wallet, le portefeuille, justement. Alors, vous voyez en bas apparaître ici en fond toutes les transactions, enfin toutes, pas toutes, un historique des transactions qui concernent cet utilisateur, ou plutôt ce compte. Et ici, vous voyez apparaître une fenêtre qui vient se superposer. Lorsqu'il dit « je veux envoyer des bitcoins à quelqu'un », on dit « je veux émettre une transaction », il met ici l'adresse tout aussi cryptique de la personne du compte où ils veulent l'envoyer, mais fort heureusement, il peut la tirer d'un livre d'adresses où il est désigné dans une forme symbolique. Par exemple, il y aurait une adresse invraisemblable de ce style-là, mais pour moi, ça s'appellera dans mon wallet Jean-Pierre Chamou. Mais personne ne le saura. Si je gère bien mon wallet, personne ne le saura. Ce qui apparaîtra dans la chaîne de blocs, c'est uniquement ce truc que j'arrive même pas à lire sur mon écran à moi, et qui est de toute façon complètement illisible, et qui assure ou presque l'anonymat. On y reviendra. À partir de là, je peux taper le montant, je clique sur Send, envoyer, et le tour est joué. Vous voyez que pour créer une transaction, bien que ça ait l'air très compliqué, en fait, ça ne l'est pas du tout. Hein. Ça l'est encore moins si on prend un wallet tout récent, qui est un wallet Ethereum. Vous avez déjà entendu parler d'Ethereum, mais enfin, c'est pas grave, puisqu'un wallet Ethereum, comme vous le voyez ici, ça peut marcher en Ether, mais ça peut marcher aussi en Bitcoin. Hein. Alors, le voilà dans la main de son propriétaire, ou de sa propriétaire. Quand même, je pense qu'il y avait un moyen de faire mieux, peut-être en déplaçant le projecteur. Bon, pas trop, hein. Bon, en bas, il y a une légère pente, donc... Ouais, pas trop. Peut-être un peu meilleur. Oui. Ouais, peut-être un peu meilleur. Bon, alors, voilà, ça c'est sur un smartphone, hein, je ne sais pas lequel, c'est ou un iPhone ou un Samsung. Bon. Et vous voyez ici en particulier quelque chose qui s'appelle un QR code, que vous connaissez sans doute. C'est en fait mon numéro de compte codé sous cette forme-là. Ce qui fait que si je suis avec un interlocuteur qui veut connaître mon numéro de compte, ben, il peut déjà scanner ça, il n'a pas à se retaper d'entrer les 48 caractères à la main, bien sûr. Hein. Ça, c'est si lui veut m'envoyer de l'argent. Par contre, si moi je veux envoyer de l'argent à quelqu'un, ou bien je scanne avec ça, je scanne son QR code, ou bien
son numéro de compte est déjà fourni dans la facture qu'il m'a envoyée, sur laquelle j'ai cliqué en disant payer, etc. Et je n'ai plus, bien sûr, autrement dit, l'adresse de réception, elle arrive ici automatiquement, plus ou moins automatiquement, et je clique ici le montant que je veux envoyer, je tape sur Send, ici, et le tour est joué. Ce wallet, en même temps, me donne ce qui me reste disponible, ici en Ether, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas grave, et il me donne ici le détail de mon adresse actuelle, adresse Ethereum, mais le principe est le même que l'adresse Bitcoin. Donc vous voyez, le wallet, c'est pas sorcier, on m'avait demandé de montrer comment c'était fait. Voilà qui est fait. Alors allons un peu plus loin, la monnaie, bon là c'est des choses que je pense vous connaissez à peu près tous. Le point important, c'est que la seule possibilité de création monétaire, c'est ce qu'on appelle le minage, autrement dit la récompense pour avoir construit des blocs, ce qui demande un travail gigantesque, hein, exprès, pour que ce soit très difficile à falsifier une fois que c'est fait. Hein. Et cette rémunération par bloc, elle est décroissante, elle est divisée par 2 tous les 4 ans, elle atteindra sa limite de 21 millions de bitcoin vers 2140. Bon, d'ici là, ça bougera plus beaucoup. Pendant les, disons, 2140, à partir de 2040, il n'y aura pratiquement plus de fabrication. Ce qui veut dire que c'est une monnaie, autant que ce soit une monnaie qui est intrinsèquement déflationniste, puisque la quantité de monnaie disponible est fixée d'avance, inscrite dans le code, et plus personne ne peut rien y changer, ou alors c'est plus de Bitcoin. On en parlera tout à l'heure, de ça, vos idées de changer le code. Et si on veut utiliser une autre discipline, c'est ce que je dis en bas, une autre discipline de soit de validation, soit de génération de monnaie, soit d'émission de monnaie, ça n'est plus le Bitcoin, c'est une autre monnaie. Hein. Et des autres monnaies de ce genre-là, ce qu'on appelle des cybermonnaies, des monnaies reposant sur un support électronique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas crypto-monnaie, à part décision de l'Académie française, que j'ai beaucoup contribué à influencer d'ailleurs, on dit une cybermonnaie, parce que rien n'est crypté, rien n'est encrypté que l'adresse. Dire une crypto-monnaie, c'est un abus de langage. Alors que cybermonnaie, comme tout repose sur l'informatique, cyber, par contre, est le préfixe qui va bien. Alors, la semaine dernière, vous disait Jean-Pierre, il y en avait 890, 891, c'est-à-dire 890 plus le Bitcoin. Il y en avait 891 recensés des cybermonnaies. Aujourd'hui, j'ai vérifié ce matin, et on le verra tout à l'heure, il y en a 935, et qu'on en a rajouté 45 en une semaine, et ça n'arrête pas. Hein. On verra tout à l'heure pourquoi. C'est au fond le thème de cette exposé. Pourquoi et où est-ce que ça nous mène. Hein. Mais disons, on a le choix, il y en a 945 autres. L'une des raisons qu'on verra tout à l'heure, c'est justement parce que dès que quelqu'un a une idée de changer un petit truc dans un coin et le rend disponible, c'est automatiquement une nouvelle monnaie. Ça implique automatiquement une nouvelle monnaie. Puisque ce qu'on appelle ici monnaie, c'est l'unité de compte d'un système informatique bien particulier, comme on l'a vu au début. Alors, ce qui est une chose importante et qu'on oublie à peu près toujours de mentionner, et qui est tout à fait vitale, c'est l'écosystème dans lequel se développe Bitcoin. Bitcoin, c'est un truc qui a été lancé en 2009, voilà. Vous savez probablement tout ça, par un certain Satoshi Nakamoto, qui est un pseudonyme, pour probablement un groupe d'informaticiens et mathématiciens, qui a tout le temps conservé son anonymat d'ailleurs, et dès le début, les logiciels qui composent ce système ont suivi les règles du logiciel libre. C'est-à-dire que tous les logiciels sont disponibles gratuitement pour tout le monde, sous forme source, c'est-à-dire que n'importe qui connaît un peu d'informatique peut se procurer le code source. Il y a des sites pour ça où tout est disponible, tout est en place, bien répertorié, bien documenté et tout, enfin plus ou moins bien documenté, mais les plus anciens sont très bien documentés. Un truc que Bitcoin, il y a une documentation gigantesque à son propos. Et Ethereum, ça commence aussi pas mal. Donc, si vous voulez, n'importe qui a une idée de modifier, un truc qui dit, tiens, si on changeait ça, ce serait une bonne idée, il peut se procurer le code qui existe, d'un quelconque des 945, des 935 systèmes qui existent, modifier un petit truc dans un coin, etc., et remettre la chose en circuit, ça fera 946, ça sera une nouvelle monnaie et un nouveau système.
Et il y a des dizaines de milliers, évidemment personne ne les a comptés parce qu'on ne peut pas. Hein. Les gens ils font ça à leur temps perdu, ou c'est leur métier, mais enfin peu importe. On ne sait pas qui fait ça. Personne, enfin on sait, on en connaît quelques-uns, mais personne n'est capable de tous les compter. On estime que ça doit tourner autour de la centaine de milliers de personnes qui s'amusent à ce petit jeu. Parmi ces gens-là, il y a ce qu'on appelle des geeks, des fanats d'informatique, il y a des professionnels dans des grandes entreprises, il y a beaucoup d'universitaires, y compris des diplômés, des docteurs en économie, des docteurs en informatique, etc. Il y a des thésards par milliers qui développent des thèses sur Bitcoin, et tout ça sert de laboratoire en vraie grandeur sur des tas de sujets qui passionnent les universitaires, sont cryptographie, gestion de réseau, communication. Et je voulais lire quelque chose que j'ai oublié, enfin peu importe, ça me reviendra. Vous voyez que une chose qui est importante, c'est bien qu'à partir du moment où quelqu'un, c'est ça que je voulais dire, à partir du moment où quelqu'un, mettons une équipe de l'université de Stanford, a développé un nouveau système, hein, et si l'université de Stanford fait ça, et ils le font, hein, ils sont dans le coup, s'ils développent un nouveau système, c'est probablement pas de la rigolade. Hein, bon. Alors, ils ont développé leur truc, ils l'ont remis sur le site qui s'appelle GitHub, là. Vous pouvez de nouveau prendre ça, hein, regarder ce que ça donne et le modifier. Et vous êtes peut-être l'université Paris 1, et vous êtes peut-être un thésard à Paris 1, et vous êtes peut-être avec une équipe autour de vous, tout à fait qualifiée pour modifier quelque chose, l'améliorer et relancer un nouveau système à ce propos-là. Autrement dit, entre ces différents systèmes, il y a une relation très étrange qui est à la fois concurrence, ça c'est normal, mais en même temps de collaboration, parce que tout le monde peut récupérer les développements et les perfectionnements qui ont été introduits par tous les autres. Hein. Si quelque chose marche bien, ben, ça va être récupéré par des tas d'autres gens qui vont pouvoir construire à partir de là. Et ça explique en grande partie la dynamique du système. Il y a d'une part la très grande ouverture, c'est fait pour que ce soit construit de façon coopérative par des dizaines de milliers de personnes, et en même temps il y a des dizaines de personnes qui sont motivées pour le faire, et qui s'entraident mutuellement tout en se faisant concurrence. Alors, dans quel domaine ça évolue? Bon, j'ai quand même enlevé ma veste, ça commence à faire chaud. Dans quel domaine? Bon, on va aller très vite, là je vais juste illustrer peut-être 2 ou 3 domaines pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a en route. Évidemment, tout le monde peut avoir une idée pour rendre le système un peu plus convivial, un peu plus rapide, en particulier au niveau des wallets, un peu plus confortable, etc. Tant qu'on ne touche pas aux 2 protocoles fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure, le protocole de validation des transactions et le protocole de consensus, les gens peuvent faire n'importe quoi et leur système continuera à coexister harmonieusement sur le réseau. Puisque, au fond, puisque ces 2 choses-là ne sont pas modifiées, restent les mêmes dans tout leur système, tous les systèmes continueront à construire le même registre, la même blockchain, comme on dit, et continueront à s'en servir, ce sera la même partout. Les logiciels peuvent être différents, écrits sur des machines différentes, dans des langages différents, et des tas de trucs. Devant qu'on ne touche pas à ces 2 protocoles-là, ça peut coexister. Alors, de la même façon, il y a des tas de gens qui essaient de voir la sécurité, la robustesse, d'améliorer tout ça. Il y a des gens, par exemple, qui ont comme spécialité de rechercher des scénarios d'attaque. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour frauder avec ce système? Ou frauder, ou l'empêcher de fonctionner. Parce qu'on pense qu'il y a des gens, on y viendra à la fin, qui ou bien ont intérêt à frauder, ça c'est évident, puisqu'il s'agit au fond de transférer de l'argent. Hein? Et il y a des gens qui ont intérêt à l'empêcher de fonctionner, parce que c'est une menace pour eux. Je parle des banques, je parle des États, je parle des gens comme ça. Hein? On est dans ce contexte-là. Donc vous avez des gens qui passent leur temps, une partie de leur temps, à dire quels sont les scénarios possibles d'attaque de différents types. Et puis d'autres, souvent les mêmes d'ailleurs, qui disent, bon ben, puisqu'on peut attaquer de telle façon, hein, comment peut-on se défendre maintenant? Comment peut-on modifier le système de façon à résister à ces attaques? Il y a un jeu d'attaque classique qui s'appelle les attaques Goldfinger. Alors il y en a, je ne sais pas combien, hein, c'est une variante d'attaque. L'attaque Goldfinger consiste à empêcher le système de fonctionner. Dans le film de James Bond Goldfinger,
Ce que veut faire Goldfinger, c'est pas du tout piquer l'argent, c'est pas du tout piquer l'or qui se trouve à Fort Knox, mais c'est le détruire pour que du coup ces stocks d'or à lui prennent une valeur plus grande. Hein. Ce qu'il veut, c'est empêcher un système concurrent de fonctionner pour que le sien marche mieux. Bon, c'est ce que peuvent très bien vouloir faire des États face aux menaces que ça représente. Alors il y a des gens qui disent comment peut-on, dans le système, le modifier de telle façon qu'on puisse résister aux attaques Goldfinger. Bon, il y a des tas d'autres variantes d'attaques, etc. Application non financière et mixte. Ça, on l'avait vu un peu la semaine dernière. Je rappelle qu'au fond, si le protocole de gestion de validation des transactions valide un certain type de transactions, qui est les transactions financières, d'une certaine forme, mais on peut très bien en mettre un autre à la place, qui va vous servir à valider d'autres types de transactions, qui ne sont peut-être pas du tout financières. Hein. Et sur cette base-là, là aussi, il y a des tas d'équipes qui essaient de développer d'autres applications de la technique de stockage, si vous voulez, de Bitcoin, réduit à sa technique de stockage immuable, universelle et publique. Mais pour y stocker autre chose que des transactions financières. Quatrième type, extension des fonctions financières. Une transaction Bitcoin, c'est beaucoup plus compliqué que simplement un tel verse d'argent à un tel. Bon, il y a tout un système. En fait, chaque transaction comprend des bouts de programme qui servent à décider si la transaction est autorisée ou pas. Et en faisant varier ces bouts de programme, on peut arriver à développer des fonctions très, très différentes. Hein. Par exemple, j'en cite un exemple qu'on a vu la semaine dernière, au lieu de demander qu'une transaction soit signée par son émetteur pour vérifier qu'elle est bien valide, on peut avoir une liste de 15 émetteurs, en fait je crois que la limite est 12, mais on peut avoir une liste de 12 émetteurs et demander que sur ces 12 émetteurs, il y en ait 5 qui signent pour que la transaction soit valide. Hein, s'il n'y en a pas 5 qui signent, la transaction n'est pas valide. Bon, c'est ce qu'on appelle la fonction multisignature. Puis il y a d'autres fonctions, etc. Là aussi, alors là c'est probablement le domaine où actuellement il y a le plus d'activité, c'est l'extension des fonctions financières. Utiliser ce même système Bitcoin en faisant varier la forme des transactions financières pour leur faire remplir des tas de fonctions autres. Par exemple, vous êtes peut-être perplexe, mais une fonction qu'on peut traiter avec la signature multiple, c'est la fonction de, ça s'appelle comment, consignation, ou comment déjà, il y a un autre nom pour ça. Oui, on peut prendre un dépôt. En fait. Dépôt, fonction de dépôt, etc. Vous voyez, bon. Déposer de séquestre, voilà, c'est séquestre le mot que je cherche. La fonction de séquestre, si vous voulez. Consigner une somme et faire en somme qu'elle puisse être versée à quelqu'un que si quelqu'un l'autorise. Hein, que si quelqu'un qui n'est pas l'émetteur l'autorise. Bon. Cinquième domaine, l'anonymat. Bon, alors ça, là on n'a pas parlé la semaine dernière. On arrive, si vous voulez, là où on s'était arrêté la semaine dernière. Hein, bon. L'anonymat. En fait, dans les transactions figure uniquement un numéro de compte. Mais il se trouve que ce n'est pas totalement anonyme. Quelqu'un de particulièrement malin, avec le système d'observation qu'il faut, etc., avec le bon programme informatique, peut arriver d'une part à regrouper les numéros de compte en disant, bon, ben, manifestement, tous ces numéros de compte-là appartiennent à la même personne. Et comme cette personne a probablement dû publier un numéro de compte public pour qu'on puisse lui verser des sous, hein, à ce moment-là, on peut dire, bon ben voilà, donc on sait à qui appartiennent tous les numéros de compte. Et on peut donc retracer toute l'histoire des transactions. Et ça, évidemment, il y a des gens à qui ça ne plaît pas du tout, hein, et qui disent, ça ne peut pas durer, il faut trouver un moyen d'anonymiser les transactions, de rendre les transactions vraiment anonymes. Pour ça, il y a plusieurs méthodes que je passe en vitesse. Il y a le mixage des transactions. Par exemple, on peut prendre des transactions en provenance de plusieurs émetteurs, les mélanger dans une même transaction, de telle façon qu'on puisse plus savoir. À ce moment-là, la seule chose que vérifie le système, c'est que la somme des entrées, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait sur les comptes à l'entrée, est bien supérieure à la somme de ce qui sort. Mais on ne peut plus savoir quelle transaction d'entrée avait alimenté quelle transaction de sortie. Et donc, d'une certaine façon, on a anonymisé les transactions. Comment ? L'entrée doit être supérieure ou égale à la sortie, bien sûr. Hein. Il faut qu'il y ait plus d'argent en entrée qu'il y en a à la sortie. C'est une sorte de sans quoi la coopérative, transaction si n'est pas valide. Une seule transaction pour la coopérative.
Voilà. Alors ça peut se faire de différentes façons. Actuellement, ça se fait essentiellement par des sites spécialisés. Il y a des sites auxquels vous pouvez, au lieu d'envoyer vos transactions directement sur le système Bitcoin, vous les envoyez sur un site spécialisé qui, lui, va faire le mixage. Avec le risque que lui puisse tricher. Hein, et que lui puisse être piraté. D'où actuellement des recherches qui consistent à les faire pair à pair. C'est-à-dire que vous dites, si vous êtes prêt à participer, vous, à un mélange des transactions, et quand quelqu'un envoie des transactions, mais un autre qui n'est pas spécialisé, il va voir s'il peut les mélanger avec quelqu'un d'autre. C'est la grosse différence entre les services par site spécialisé et les services pair à pair. Bon. Autre méthode, crypter les transactions. Alors là, c'est une violation complète du principe de départ de Bitcoin qui veut que les transactions soient publiques, visibles par tout le monde. Cela dit, il y a des gens qui disent, eh ben tant pis, pour pouvoir nous défendre contre les intrusions et contre l'espionnage et contre la fraude, eh ben, on va les crypter. Cela dit, elles restent toujours, les transactions. Elles peuvent toujours être décryptées et chaque transaction peut être décryptée et par son émetteur et par son destinataire, heureusement, si vous voulez, mais par personne d'autre. Troisième méthode, c'est ce qu'on appelle le routage dynamique. Ça n'a pas grand-chose à voir, si vous voulez, mais quand on veut transférer une transaction d'un système à l'autre, normalement, le système émetteur, il dit, ben voilà, on va l'envoyer par tel chemin. Et le chemin est connu d'avance, et il est connu à l'arrivée. Autrement dit, quand on regarde une transaction arrivée, on peut remonter la séquence et voir où il était, d'où elle est partie. Ce qu'on appelle le onion routing en anglais, qui est un truc très imagé, ça consiste à emballer les transactions. Autrement dit, on prend la dernière étape de la transaction, on dit elle doit aller de tel nœud à tel nœud, et on va crypter tout ça, de façon que seul l'avant-dernier puisse décrypter. Et puis, maintenant, on va emballer tout ça dans une autre transaction qui fait la même chose avant. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que la transaction se balade dans le réseau, chaque nœud décrypte l'adresse du nœud suivant et s'empresse effectivement d'effacer les traces. De telle façon que quand la transaction arrive au bout, bah, personne ne peut savoir d'où elle est partie. C'est ce que fait d'ailleurs un système qui n'a rien à voir avec Bitcoin, qui s'appelle Tor, TOR. C'est ce que fait Tor, mais ça a été adapté pour ça. Et j'ai ici quelques exemples, on va commencer à voir des noms, quelques exemples de projets, de couples, si vous voulez, système informatique monnaie, qui réalisent ça, qui s'appelle Dash, Monero, Zcash, on y reviendra. Deuxième gros problème, la performance, ce qu'on appelle la scalability. Alors là, c'est à mon avis, et je ne suis pas le seul de cet avis, je pense, le problème le plus important de Bitcoin, si on parle de lui. Bitcoin, aujourd'hui, a une capacité limitée à 7 transactions par seconde. Et actuellement, tourne à 5-6 transactions par seconde, en moyenne, avec des pointes à 7 qu'il ne peut pas dépasser. Pourquoi ? Parce que, en principe, en vertu du principe même de vérification. Puisque toutes les transactions, quand on les intègre dans des blocs, elles sont validées et construites par chaque bloc séparément, par chaque mineur séparément. En plus, le système est réglé de telle façon que ça prenne probablement, parce qu'évidemment là les probabilités interviennent, que ça prenne probablement 10 minutes pour trouver la bonne combinaison et trouver un bloc valide. Ça prend 10 minutes à l'ordinateur le plus puissant du réseau. Autrement dit, quelle que soit la puissance du réseau et quelle que soit l'évolution technologique, ça prendra toujours en moyenne 10 minutes. Et si vous rajoutez le nombre d'ordinateurs au réseau, comme tous refont les mêmes travails, ça n'ajoute rien à la puissance. Autrement dit, la puissance, si vous voulez, la capacité de traitement de l'ensemble du réseau, c'est la capacité de traitement de l'ordinateur le plus puissant du réseau. Point. C'est tout, ça va pas plus loin. Alors, il y a donc des tas de... C'est pour ça que je mets progrès technologique entre guillemets. Il y a beaucoup d'activités en ce moment pour essayer de résoudre ça. Le premier, je passe en vitesse, si ce n'est pas clair, vous pouvez toujours poser des questions, mais actuellement, cette limitation à 7 transactions par seconde, elle est due à la combinaison de deux choses, probablement l'intervalle de 10 minutes entre deux blocs successifs, 10 minutes en moyenne,
et en probabilité. Et deuxièmement, la taille maximale du bloc, qui est de 1 mégaoctet, qui correspond en gros à 3000 transactions. Alors si vous faites le calcul, ça correspond à 7 transactions par seconde. Alors, première idée, agrandir le bloc. Autoriser des blocs de taille quelconque. Et là, on tombe sur un des dilemmes très profonds de Bitcoin et de tous ces systèmes analogues, c'est que des gens qui composent des blocs, qui fabriquent des blocs, et qui donc prennent l'initiative d'assembler des transactions, de les choisir, de les réunir dans un bloc, de les valider, etc. Il va y en avoir actuellement une grosse vingtaine, pas plus. Pourquoi ? Parce que ça coûte horriblement cher, ça demande du matériel spécialisé, ça consomme énormément d'électricité, etc. Et en particulier, si beaucoup sont en Chine, c'est parce que l'électricité ne coûte pas cher en Chine en particulier. Bon. Il n'y en a déjà pas beaucoup, il y en a une vingtaine. Si on augmente la taille du bloc, ça va être de plus en plus difficile de construire des blocs, ça va demander de plus en plus de temps. Il va y avoir de moins en moins de gens qui vont être prêts à faire ça. Et donc ça va de plus en plus centraliser le pouvoir. Et ça, les purs et durs de Bitcoin ne veulent pas. Les purs et durs de Bitcoin veulent que le pouvoir reste très décentralisé et que tout le monde se contrôle mutuellement, ce qui est la philosophie même du système Bitcoin. Alors là, il y a une violente querelle à l'intérieur de Bitcoin qui devra être résolue, on ne sait pas bien comment, au mois d'août de cette année. Est-ce que oui ou non, on augmente la taille du bloc et dans quelle proportion? Il est probable qu'une partie des gens diront oui, on l'augmente, d'autres diront non, on ne l'augmente pas, et donc ça fera ce qu'on appelle, on verra plus tard, une bifurcation dans Bitcoin. Je pense que c'est à peu près inévitable. Hein, et ce n'est pas le seul pour lequel ça se trouve. Alors, il y a une alternative qui consiste à augmenter la fréquence des blocs, au lieu d'attendre 10 minutes, ne faire que 2 minutes. Mais si on garde le même système dit de preuve de travail, c'est-à-dire que preuve que celui qui a construit le bloc a fourni un travail considérable pour le faire, travail que celui qui voudrait falsifier le bloc devra refaire, hein, et c'est pour ça qu'on augmente beaucoup de travail. Si on augmente la fréquence des blocs, qu'on réduit ça, à ce moment-là, ça veut dire qu'on accepte que les blocs soient plus faciles à construire. Et de nouveau, on compromet la sécurité du système. Donc, voilà, dilemme. Hein. Alors, si vous voulez, ça, une autre idée dans notre protocole de validation. C'est-à-dire ce protocole de validation dit de preuve de travail, qui demande un travail considérable et qui est à la base même de Bitcoin. Il y a des gens souvent qui disent on va trouver autre chose. On va trouver autre chose pour le faire. Une des idées, on avait commencé à le voir la semaine dernière, consiste à dire, au fond, les gens qui acceptent de faire ce travail de validation, ils ont dépensé des centaines de milliers, quelquefois des millions de dollars pour acheter l'équipement qu'il leur faut, etc. Ils payent des sommes fabuleuses en électricité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le système fonctionne, a priori. Bon. Eh bien, au lieu de leur demander de faire ça, et de prouver, si vous voulez, par leurs dépenses réelles, qu'ils veulent que le système fonctionne, bon, on va leur demander de faire un dépôt de garantie. Hein, on va leur demander de faire un dépôt de garantie auprès du système lui-même. Alors comment ça se passe, ça, c'est une autre histoire. Et à partir de là, ceux qui font les plus gros dépôts auront priorité pour valider. Bon, ça aussi, évidemment, ça peut se prêter considérablement à la fraude. Donc il y a des tas de variantes qui sont en cours d'étude, etc. Bon, ça c'est un détail, si vous voulez. Dans les blocs à l'heure actuelle, il y a toute une partie qui est la transaction avant qu'elle soit exécutée, et qui contient des tas d'informations, et de plus en plus, au fur et à mesure qu'on développe des nouvelles applications financières, il y a des tas d'informations qui sont là pour savoir si oui ou non la transaction sera bien valide. Bon. Et puis un jour, la transaction est validée, et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de tout ça. Il n'y a plus besoin que de savoir que tel jour à telle heure, un tel compte a versé tant à tel compte. Qu'est-ce qui l'a autorisé à faire ça? Ça n'a plus tellement d'importance. Donc on pourrait se débarrasser de tout ça, à condition de le mettre à part dans le bloc, à un endroit où ça n'entre pas dans la taille maximale et tout. C'est ce qu'on appelle le projet SegWit, pour Segmented Witness, hein, qui a pour but justement de faire ça, hein, et qui est en ce moment en place dans Bitcoin et utilisé par environ 30% des nœuds. Alors, d'autres voies, je suis allé un peu vite, une voie alors qui est probablement, à mon avis, la voie royale,
c'est les micro-paiements. Alors, si vous voulez, l'idée là de base consiste à dire le principe même de Bitcoin, c'est que n'importe quelle transaction est vérifiée par tous les nœuds de 3 ou 4 fois en permanence, etc. Bon. Or, quand il s'agit du café que m'a offert Jean-Pierre, où je l'ai payé à 1 euro, c'est peut-être pas vraiment la peine de soumettre ça à la terre entière, hein, et à des validateurs qui se trouvent au Japon, en Alaska, en Australie, etc., pour être sûr que la transaction est valide. Au fond, il suffit peut-être de trouver un moyen que lui, moi, et peut-être une ou deux autres personnes soient d'accord pour dire oui, cette transaction, bon d'accord, elle est valide, elle est correcte. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe des micro-paiements, c'est-à-dire autoriser que des paiements de faible quantité soit validé par un tout autre système, beaucoup plus léger que le reste. Et actuellement, il y a un système qui est en cours de développement pour Bitcoin, qui s'appelle Lightning, donc l'éclair, qui a justement ça comme fonction. Alors c'est extrêmement compliqué, hein. Il ne faut pas croire que c'est facile, parce qu'il faut que les transactions s'ouvrent à ce qu'ils appellent un canal de paiement, qui suppose plusieurs signatures, donc ça suppose qu'on ait bien les multiples signatures, et qu'ils sont bien d'accord sur les signatures, ça suppose qu'on est aussi d'accord sur le maximum qui peut passer à travers, le solde maximum qu'il peut y avoir à chaque extrémité, que tout ça soit vérifié à chaque instant, que si à un moment on n'est pas d'accord, on puisse faire appel à un ou des arbitres, etc. C'est extrêmement compliqué à faire, c'est pour ça que c'est long, mais l'idée est celle-là. Bon. Les promoteurs de ces systèmes-là disent, si on regarde bien la nature des transactions qui transitent actuellement, non pas tellement sur Bitcoin, parce que Bitcoin, petit à petit, à cause justement de ses limitations, se cantonne de plus en plus aux grosses transactions. Mais si on regarde ce qui passe sur d'autres systèmes, dont on parlera rapidement tout à l'heure, un clone de Bitcoin qui est fait pour des petites transactions qui s'appellent Litecoin, comme son nom l'indique, si on regarde bien ce qui passe ça, et si on analyse bien la situation, les promoteurs de Lightning disent on devrait aller jusqu'à 100 000 transactions de petit volume, bien sûr, assez facilement avec ce système-là. Or, je vous rappelle, je crois que le système Visa, donc la carte bleue Visa, c'est 50 000 transactions par seconde. Donc on aurait là-dessus un système qui est 2 fois plus rapide que Visa, c'est-à-dire qui est aussi rapide que Visa et les autres systèmes de carte bleue réunis. Je crois que tous les systèmes de carte bleue réunis, c'est 150 000 transactions par seconde de carte de crédit. Donc on approcherait avec micro-paiement. Dans la même idée, il y a ce qu'on appelle les chaînes annexes, c'est-à-dire effectivement, mais ça, pas forcément uniquement pour les micro-paiements, mais faire en sorte que tout le monde ne passe pas par le même processus de validation. Et que suivant les cas, on utilise des chaînes différentes. Par exemple, on peut très bien imaginer que des transactions à l'intérieur d'un groupe industriel, transactions entre entreprises, ne soient validées que par les entreprises du groupe, et qu'on n'aille pas faire appel à la terre entière. Hein. Et ça n'est que des transactions entre ce groupe industriel et d'autres groupes industriels qui, elles, passeraient par le système Bitcoin, donc les systèmes annexes. Ça, c'est tout à fait embryonnaire à l'heure actuelle. On verra des trucs qui essaient de faire ça. Autre méthode, il y a ce qu'on appelle l'élagage, le pruning, c'est-à-dire dire, au bout d'un moment, les transactions, parce que Bitcoin aujourd'hui conserve toutes les transactions depuis 2009, hein, depuis février 2009, date à laquelle il a été ouvert. Et il y en a des tas dont on n'a absolument plus besoin. Bon. Donc on pourrait très bien élaguer tout ça, ce qui simplifierait la consultation du registre. Mais problème, on ne sait pas, puisque par construction, on ne peut plus y toucher, la chaîne de blocs. Hein. Alors comment faire pour construire une chaîne de blocs qui sera nécessairement d'un nouveau type, que l'on puisse élaguer quand le moment sera venu. Bon. Et enfin, il y a un dernier truc qui est encore plus, je crois que c'est le dernier, qui est encore plus ambitieux, qui consiste à avoir non pas une chaîne de blocs qui est la même sur 10 000 nœuds du réseau, construite séparément, mais construite par petits bouts, un bout par-ci, un bout par-là, etc., les bouts communiquant entre eux. Et il y a 2 façons de le faire, ou bien de façon aléatoire. C'est-à-dire que de façon aléatoire, on décide que telle transaction sera traitée à tel endroit, telle autre transaction à tel autre, etc. Et donc, ça permet d'avoir une chaîne de blocs distribuée, et donc, cette fois-ci, de répartir le travail entre ordinateurs du réseau.
ce qu'on ne savait pas faire jusqu'ici, ou la faire de façon structurée, comme je vous le disais à l'instant, avec mon exemple des entreprises d'un même groupe. Ça, c'est ce qui s'appelle en anglais le sharding, fragmentation. Ce qui nous amène à une autre, enfin tout ça, les dernières idées, c'est avoir non pas une blockchain, mais un réseau de blockchains qui se parlent, qui se répartissent les transactions, qui se parlent les unes aux autres, etc. Tout ça, c'est pour... Et un réseau de compensation. évidemment, un réseau de compensation qui, lui, pourrait être Bitcoin. Enfin, dernier point, alors là-dedans, il y a énormément de gens qui travaillent et de réseaux. Enfin, troisième point, les disciplines de réseau, qui sont d'ailleurs liées aux techniques de validation. Bitcoin est un réseau qui est dit ouvert, c'est-à-dire unpermission. Il n'y a besoin d'aucune permission pour se joindre au réseau, travailler dessus, jouer n'importe quel rôle. Vous téléchargez le programme et vous êtes membre, vous êtes un nœud du réseau Bitcoin. De la même façon que si vous avez l'idée d'un show programme, vous avez demandé l'autorisation de personne, vous la faites, vous la mettez sur le système, l'utilise qui veut. Bon. Alors il y a d'autres façons de faire avec d'autres philosophies. À l'autre bout, c'est évidemment la chaîne fermée, qui consiste à dire non, pas du tout. On va réserver l'utilisation de Bitcoin à des entreprises connues d'avance, qui se font mutuellement confiance, ce qui simplifie d'autant la gestion de la chaîne de blocs. On en verra des exemples tout à l'heure. Et enfin, il y a entre les deux, c'est-à-dire une chaîne, par exemple, où toute une partie, par exemple, la validation des blocs et la tenue est fermée, c'est-à-dire ouverte seulement à des participants désignés. C'est le cas d'un truc dont on parlait qui s'appelle Ripple. Et par contre, la participation en tant qu'utilisateur, elle, n'importe qui peut l'utiliser et intégrer des transactions. Mais valider des transactions, c'est réservé à quelqu'un. On m'avait posé la semaine dernière le problème de savoir qu'est-ce qui se passe quand on change de logiciel dans Bitcoin. J'ai commencé à y répondre. Dans le premier des cas, si on ne change pas les protocoles de validation et de consensus, ça continue à coexister sur le même réseau, les systèmes modifiés, tout ça, et c'est bien de la même monnaie qu'il s'agit, toujours. Par contre, il y a il y a deux autres cas, il y en a même plus que ça, mais enfin, il y a deux cas qui sont importants. Le premier cas, les modifications qu'on introduit autorisent des nouvelles transactions ou des nouvelles formes de blocs. Auquel cas, si vous voulez, vous avez une population qui va reconnaître ces nouvelles transactions et ces nouveaux blocs, ceux qui ont adopté le nouveau logiciel, et d'autres qui ne vont pas le faire, ceux qui ensuite restent au nouveau logiciel. Autrement dit, vous avez bien ce qu'on appelle une bifurcation soft et temporaire. Pourquoi ? Parce que, et je vous passe les détails, dès que les anciens vont adopter le nouveau, pof, ça y est, ils vont se mettre à reconnaître les blocs de l'autre population qui, elle, a migré, et à leur tour, ils vont migrer automatiquement vers la nouvelle. C'est comme ça que se passent les modifications de logiciels dans Bitcoin. Et c'est comme ça que, si vous voulez, si quelqu'un a une idée, et qu'elle est au départ adoptée par un nœud, puis deux nœuds, puis trois nœuds, puis quatre nœuds, les autres nœuds, progressivement, peuvent l'adopter si elle répond à ça. Si, par contre, on restreint les transactions, c'est-à-dire que les transactions qui étaient valides auparavant ne le sont plus, ou si des formes de blocs qui étaient valides ne le sont plus, à ce moment-là, c'est l'inverse. Il n'y a plus moyen de rattraper. Et c'est ce qu'on appelle une bifurcation définitive, qu'on appelle un hard fork. Et il y en a déjà eu. Il est probable que s'il y a un changement de taille de bloc, oui, c'est pas tout à fait vrai. Oui, c'est plus grand. En fait, c'est plus compliqué que ça. S'il y a des connaisseurs, excusez-moi, j'ai simplifié largement. Enfin, la nature des évolutions, elle touche ces domaines-là. Par contre, il y a différentes voies d'évolution. On peut ou bien ajouter des extensions à Bitcoin, on garde la base, on ajoute des extensions progressivement, ou bien dans certains autres cas, on modifie des fonctions internes à Bitcoin, par exemple certaines formes des règles de consensus, etc. Mais il y a une autre façon de faire qui consiste à développer carrément ex nihilo, ou presque, des systèmes nouveaux. Et les exemples, il y en a deux qui sont les plus connus parce que les plus répandus, qui sont Ripple et Ethereum, qu'on verra tout à l'heure un peu plus en détail. Et puis il y a une troisième façon de faire qui consiste non pas à développer un système complet, mais à développer un espèce de jeu de construction avec des bouts de logiciels qui sont développés par différentes personnes et que les utilisateurs, les adhérents au consortium, vont pouvoir utiliser un peu à leur guise. L'exemple type, c'est un truc qui s'appelle Hyperledger, qui a été à l'origine monté par la fondation Linux, et dans laquelle il y a tout un tas de beau monde, tout un tas de beau linge,
Attendez que je vous lise. Dans Hyperledger, il doit y avoir pratiquement tous les constructeurs japonais, il doit y avoir IBM. Est-ce que je suis bien sur la bonne? Bon, je ne l'ai pas, j'ai pas le bon texte, mais ça fait rien. Bon. Et il doit y avoir un certain nombre de banques, des gens comme ça, qui coopèrent de cette façon-là. Mais chaque membre du consortium peut utiliser telle ou telle brique qui a été fournie par les autres. Alors là, la semaine dernière, je vous avais fait visiter un site très intéressant, je vais vous en faire visiter un autre, que j'appelle le site de toutes les cybermonnaies. Alors, voir si ça marche. Non, ça ne marche pas comme je voulais que ça marche. Je vais revenir en arrière. Précédente, et normalement, en cliquant là-dessus, ça devrait marcher, voilà. On devrait voir apparaître ce site, qui va nous donner des indications intéressantes. Le voilà qui arrive. Le voilà qui arrive. Là, le plus, ça va un peu moins vite. Ça va un peu moins vite que la semaine dernière, il me semble. On n'a pas de chance, hein, oui. Il y a des gens qui travaillent. Ouais, il y a des gens qui travaillent. Voilà. Voilà. Alors, il s'appelle donc Cryptocurrency Market. Bon, je l'ai un peu agrandi. Donc, il y a un truc qu'on ne voit pas. Donc, on va... Attendez, il faut qu'on le fasse en plus petit. Voilà. Alors, vous voyez, ici, il dit déjà... Tiens. Il veut pas. Il veut pas. Vous éteignez vos portables et tout, là. Il veut pas qu'on voit. Bon, enfin, écoutez, peu importe. Hein. Il le dit, il doit le dire quelque part à un autre endroit, finalement. Alors, il dit quelque part combien il y a de crypto-monnaies en circulation. Hein? Alors, c'est là qu'on voit... Là, oui, je suis un tout petit peu paumé et on perd du temps. Oui. Quand on va aller trop vite, vous voyez, il retient ce qu'on lui a demandé de faire et il le fait alors même qu'on lui demande autre chose. C'est assez classique, ça. Hein. Bon. Alors là, il faudrait que je revienne en arrière. Voilà. Là, il faudrait que je revienne en arrière. Là, si on déroule, je vais pas voir. Ouais. Non, justement, parce qu'il faut que je revienne en arrière. Là. Alors, il donne d'abord un recensement, si vous voulez, des crypto-monnaies. Et c'est là qu'on voit, c'est comme ça qu'on sait qu'il y en a 935. Hein, bon. Il donne aussi le nombre d'échanges, le nombre de sites de change qui existent. Il doit être 4000 et quelques. Hein. Alors, par un site de change, il veut dire un site où une monnaie peut s'échanger contre une autre. Que ce soit une cybermonnaie contre une autre, ou une cybermonnaie contre une monnaie dite standard régalienne. C'est-à-dire, voilà. Il y en a beaucoup pour Bitcoin ou Ethereum, qui peuvent pratiquement se changer contre toutes les monnaies du globe. Il y a des sites de change pour tout le monde. Il y en a évidemment beaucoup moins pour d'autres monnaies. Mais à travers des échanges, on peut toujours changer n'importe laquelle contre n'importe quelle autre. Il suffit d'y mettre le nombre d'étapes qu'on veut. Alors, ce que vous voyez aussi, et là aussi il faut qu'on recule d'une case. Grossi, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le délai de réponse. Ouais, c'est le délai de réponse. Oui. Bon, enfin, peu importe, je vais vous le dire. On voit aussi une chose que certains d'entre vous savent, c'est que dans les 2 derniers mois, il y a une explosion énorme de ce qu'on appelle de la capitalisation des cybermonnaies. Vous voyez que là, au départ, la capitalisation totale, la valeur totale, bon, ça valait, vous voyez, là encore, ça valait, il y avait 17 milliards de dollars, par ici, 27 tout d'un coup, et ça se met à augmenter. Là, on est en mars-avril de cette année. Hein. Et tout d'un coup, ça se met à grimper. Actuellement, la capitalisation totale, si on prend vraiment les tout derniers, c'est 108 milliards de dollars. Et le volume de transactions par jour, toute monnaie réunie, est de 3 milliards de dollars. 3% de la capitalisation, c'est beaucoup. Ouais. Ouais. Bon. Et tout ça, pourquoi? Et tout ça, alors on va le voir sur le truc suivant.
Parce qu'il y a un phénomène on va voir là. Ce tableau-là, il donne la part de Bitcoin. Vous voyez que la part de Bitcoin, elle est au-dessus de 80% jusqu'au 15 mai 2010, jusqu'à mai 2017, disons. Ça, on est mars, vous voyez, mars, là, on est à, c'est ça, mars 2017, on est encore très fort. Et tout d'un coup, ça dégringole. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre qui s'appelle Ethereum, qui monte à une vitesse vertigineuse et qui maintenant fait en sorte que Bitcoin a moins de 50% du marché, 44,7, 44,7, ça vient de remonter légèrement, alors que Ethereum a atteint 25,11 et est en train de redescendre légèrement, c'est parce que les cotes diminuent. Alors, ce qu'on voit d'autre sur ce truc-là, sur ce même site, c'est, là, il faut de nouveau revenir en arrière, allez, ça devrait aller, voilà. En cliquant sur Market Cap, on va voir cette fois-ci une ligne pour chacune des 934 qui existent. Et sur chaque ligne, quand ce sera venu, voilà. Ça va nous donner en gros la capitalisation boursière. Vous voyez que Bitcoin seul est à 42 milliards, Ethereum est encore assez loin derrière à 23. Le prix, ça ne veut rien dire parce que ça dépend effectivement de la... le prix, ça a une signification locale, si vous voulez. Mais le prix d'Ethereum et le prix de Bitcoin, ça n'a aucun rapport. C'est défini de façon arbitraire, sans lien par rapport à l'autre. Et par contre, ça donne le volume de transactions par 24 heures ici. Et vous voyez que en volume de transactions par 24 heures, qui à mon avis est un bien meilleur indicateur de l'importance et de la popularité de la monnaie en question, vous voyez que Ethereum a nettement dépassé Bitcoin maintenant. Bitcoin est à 1,3 milliard et Ethereum est à 2,2 milliards. Bon. Alors, le principe de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. Que la loi de Gresham ne s'applique que dans un cas extrêmement particulier, qui est lorsque les parités sont fixées autoritairement par l'État. Mais ça, c'est une autre histoire, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Donc, pour être complet là-dessus, bon, je ne vais pas aller trop loin, mais ce qu'on voit aussi là-dessus en regardant un peu, c'est que sur chaque ligne, si vous voulez, il y a ces indicateurs-là, plus la variation des prix, un courbe de variation des prix sur les 7 derniers jours, ce qui peut être intéressant. Et maintenant, pour chacune des monnaies, pour chaque ligne, si vous cliquez sur la monnaie elle-même, sur le nom de la monnaie, simplement pour vous dire ce qu'il y a dans ce truc-là, vous avez d'une part un certain nombre de références. C'est-à-dire, vous avez le site web. Vous pouvez aller, on ne va pas le faire bien sûr, vous pouvez aller sur le site web qui concerne principal qui concerne la monnaie, sur 1, 2, 3 ici, explorateur de chaînes, qui va vous dire qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la chaîne de blocs, sur le gorgiste, et en général on y voit les blocs et les transactions arriver en temps réel, et ça contient des tas d'autres statistiques, et ça comprend en général l'annonce. Hein. Et on a, vous voyez ici, maintenant, des courbes qui donnent la valorisation boursière et les volumes d'affaires par 24 heures ici sur la deuxième ligne. Vous voyez qu'il y a un regain d'activité important actuellement. Hein, et ce regain d'activité, il touche pratiquement toutes les cybermonnaies. Si on va aller voir, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais si on va voir des monnaies qui ont été lancées par exemple en 2010, 2011, il y en a quelques-unes, on s'aperçoit que leur schéma d'évolution est à peu près toujours le même. Il y a, au moment où elles sont lancées, dans les mois qui suivent, il y a une pointe d'activité tout à fait logique. Les gens s'y intéressent à savoir ce que c'est. Puis ensuite, elles entrent en léthargie pendant des mois, quelquefois des années, et tout d'un coup,
En mai 2017, ça repart. Ce qui semble indiquer qu'il y a bien aujourd'hui vraiment une flambée. Hein. Certains diraient une bulle. Hein. Il y a bien une flambée qui touche toutes ces monnaies. Mais bon, et tout ça va probablement se calmer pour la plupart d'entre elles. Si l'on regarde, si l'on reprend mon schéma, que de nouveau je ne vais pas faire, c'est amusant de regarder, il y a aussi sur ce site, si vous voulez, l'historique depuis février 2013, je crois. Et il y a toutes ces courbes-là, toutes les semaines, depuis février 2013. Et si on va en février 2013, il y en avait 7. Hein? Alors que là, je vous dis maintenant, il y en a 935. Et ça ne fait que croître. Et je crois vous avoir expliqué pourquoi. Alors bien sûr, quand on veut un peu comprendre le phénomène, c'est pas la peine d'aller regarder les 935 en même temps. Il suffit probablement d'en regarder quelques-unes. Alors on va revenir. Ah. On va arrêter ça. Et on va revenir ici en regardant le truc suivant. Si maintenant je mets sur un chart, si vous voulez, où j'ai activité en abscisse en millions de dollars cette fois-ci par jour, et la capitalisation en ordonnée, toujours en millions de dollars par jour, on voit qu'il y a deux qui se détachent vraiment du reste, c'est Bitcoin et Ethereum. Et encore, j'ai fait ça il y a un peu plus d'une semaine, maintenant Ethereum c'est encore plus à droite, c'est-à-dire à dépasser en volume Bitcoin. Hein, bon. Et puis vous en avez tout un tas, vous en avez une, voilà à propos où était Bitcoin en janvier, et voilà où était Ethereum en janvier, hein, sur ce même graphique, pour vous donner une idée de la progression. Ah, décidément. Bon, alors, il y en a une troisième ici qui est Ripple, hein, dont on parlera aussi, et puis vous en avez toute une bande qui sont ici, et j'ai pris ici que je crois les 20 premières. Hein. On verra le détail tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose maintenant, malheureusement le temps passe, c'est de voir extrêmement, mais aussi rapidement qu'on va pouvoir le faire, Ethereum, puis Ripple, qui sont les deux, oui, je sais bien, qui sont les deux les plus importantes. Ethereum d'abord. Ripple d'abord. Ripple, la première idée, et ça l'a été de plus en plus, était au fond d'utiliser les technologies de Bitcoin, mais en prenant le contre-pied. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un système où personne ne fait confiance à personne, d'inscrire explicitement les relations de confiance dans le système. C'est-à-dire que chaque utilisateur peut dire, ben voilà, moi j'ai confiance en un tel et un tel, et j'ai confiance au point de lui prêter tant de dollars, ou tant de millions. Et à partir de là, des relations de confiance explicites, les transactions se font le long de chemin de confiance. C'est-à-dire que pour que je puisse faire une transaction, ou toujours mon café avec Jean-Pierre, il faut que le système puisse trouver dans le graphe, si vous voulez, dans le graphe des relations de confiance, un chemin qui mène de moi jusqu'à Jean-Pierre, et à travers lequel on puisse faire passer la transaction. Et vous voyez donc que tout le système devient radicalement différent à ce moment-là. Hein. Par contre, l'idée est d'avoir un change intégré, c'est-à-dire que parmi ces transactions, une chose que je peux faire, c'est de dire, tiens, moi je changerais bien 100 bitcoins contre des dollars, et voilà à peu près la gamme de taux de change qui m'intéresse. Et le système doit automatiquement rechercher pour moi, à travers le graphe des relations de confiance, quelqu'un qui, lui, veut faire l'opération inverse à des conditions compatibles. Donc, vous voyez, c'est un système radicalement différent qui prévoit le change intégré, qui par définition est multidevise, et où tout repose, cette fois-ci, sur le traitement des graphes à travers le réseau. Alors, je vais vite. Par contre, le réseau s'est mis à jour toutes les 2 secondes par un réseau de validateurs agréés, et qui sont agréés par une entité centrale qui s'appelle les Ripple Labs. Autrement dit, c'est un système où l'autorité est centralisée et non pas distribuée. Actuellement, c'est utilisé, quand je dis plus de 50 banques, c'est utilisé par plus de 50, en projet par une bonne centaine, et paradoxalement, il n'y en a aucune française dedans. Et ça, c'est un détail, ça veut dire que pendant que des gens ont développé ce système ex nihilo, il y a des gens qui se sont dit non, on peut parfaitement rajouter ça par-dessus Bitcoin.
Et ils l'ont fait, et ça s'appelle Omni. C'est bien cette différence-là. Ethereum, 2004-2012, c'est... parce que la première idée a été en 2004. Le premier prototype est sorti en 2012, je crois, et c'est opérationnel depuis, je crois, 2014-2015. Comme ça. Les conférences préparatoires ont pris beaucoup plus de temps que le Ouais. développement. Ethereum. Alors Ethereum, l'idée est différente. Je vous ai dit tout à l'heure que dans cette transaction Bitcoin, il y a des petits bouts de programme qui disent à quelles conditions une transaction est valide. Bon, ben, l'idée d'Ethereum, c'est dire ces petits bouts de programme qu'on met donc sur la chaîne de blocs, ben, on va en faire des programmes complets, à partir desquels on pourra faire absolument n'importe quoi. Et donc, si vous voulez, le principe d'Ethereum, c'était en somme un système d'exploitation universel où on peut stocker des programmes sur la chaîne de blocs, et ils sont donc immuables, visibles par tout le monde et tout, et on pourra en demander l'exécution par des transactions. Et ils pourront même communiquer entre eux, c'est-à-dire un programme pourra demander à un autre programme de lui rendre un service à travers une transaction, etc. Pour ça, il faut résoudre un problème important que Bitcoin résout en limitant le langage. Parce que si on laisse faire n'importe quoi au programme en question, on va vite se trouver dans une boucle infinie où le système va, où un des programmes va boucler sur lui-même et plus rien ne se passera sur la totalité du système. Donc, dans Ethereum, si vous voulez, pour pouvoir exécuter un programme, pour pouvoir stocker quelque chose dans la chaîne de blocs, il faut dépenser ce qu'on appelle du gaz, hein, en Ethereum. Autrement dit, quand vous voulez faire quelque chose, il faut que vous ayez un stock de gaz, et à chaque fois que vous allez demander quelque chose, votre stock de gaz va être décrémenté. Et que vous n'en avez plus, le programme s'arrête. Le programme s'arrête. Donc, c'est à vous de savoir d'avoir assez. Donc, ça évite que les programmes tournent indéfiniment. Donc, cela dit, ça permet à l'inverse de rémunérer, non seulement de limiter, mais de rémunérer n'importe quelle opération à travers ça. Bon. Il y a une unité interne qui n'est pas l'éther, qui n'est pas le gaz, mais l'éther, parce que le taux de change entre l'éther et le gaz peut varier dans le temps, sur les prestataires, etc. Bon, actuellement, c'est 25 transactions par seconde, mais l'équipe d'Ethereum est d'abord très importante, et est dirigé par un garçon qui est un véritable génie, qui s'appelle Vitalik Buterin, qui est l'un des créateurs d'ailleurs de Bitcoin au départ, qui a eu cette idée-là, qui dirige tout le développement maintenant, et qui a des trucs extrêmement ambitieux, en particulier dans la prochaine, théoriquement, dans une nouvelle version d'Ethereum, du logiciel qui devrait sortir vers la fin de l'année, en principe, il prévoit d'une part de changer complètement les preuves, en ayant des preuves de validité des blocs qui soient beaucoup moins coûteuses en temps machine, donc on a des preuves d'enjeu, mais très particulières, et en plus, dès ce moment-là, de mettre en chaîne, et ça, moi personnellement, j'y crois pas, de mettre dès en place la blockchain fragmentée, la blockchain où on distribue le travail, où la blockchain est en fait répartie entre des tas de petits morceaux. Alors, bon, je vais vous passer là-dessus, ça nous mènerait trop loin. Si, l'idée, c'est d'avoir, si vous voulez, je vous le dis quand même, l'idée, c'est d'avoir sur Ethereum, au fond, des compagnies autonomes qui fonctionnent toutes seules. Où tout ce qui est une entreprise, que ce soit les contrats avec les actionnaires, avec les clients, avec les contrats avec les fournisseurs, tout ça soit complètement automatisé sous forme de contrats inscrits une fois pour toutes sur la chaîne de blocs et que tout le monde peut respecter et qui s'exécutent mutuellement. Hein? Bon, donc vous voyez que c'est très... Alors là aussi, des gens disent, attendez, non, nous allons faire la même chose sur ça. Bon. Alors il faudrait quand même que là, actuellement, il y a 435 applications dans différentes étapes de développement sur Ethereum, je vous signale. Là aussi, il y a un site qui les recense toutes, etc. Bon, alors, on ne va pas les passer, ça je vous passe compte tenu du temps, parce qu'il y aura un moment, il faut quand même qu'on arrive dans une classification. Je sens qu'il va falloir qu'on fasse un troisième truc. Bon, je vais quand même passer au pronostic. On passe aux questions quand même. Donc, oui, il faut passer aux questions, mais je crois que je vais quand même, je pense, y répondre là. D'abord, à partir de là, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui me paraissent des faits indéniables. Le premier, c'est que cette histoire de cybermonnaie et de système de paiement pair à pair, ça y est, on l'a, ça fait définitivement partie du paysage. Il est rigoureusement impossible, à mon avis, de penser que ça puisse disparaître un jour. Pourquoi ? Tout simplement à cause du dynamisme et de la nature des gens qui le font marcher et qui le supportent et qui le développent. Une autre chose, c'est qu'il y aura toujours un très grand nombre de systèmes, une très grande variété de systèmes. Parce que la dynamique ne s'arrêtera pas. Il y aura toujours des gens qui préféreront un système à un autre, il y a toujours des gens qui auront une idée pour modifier, etc. Et il y aura dans tout ça de très nombreuses surprises.
Et c'est pour ça que même aujourd'hui, si vous voulez, il y a des, quand on commence à regarder l'histoire, il y a des trucs qui n'étaient rien du tout il y a 2 ans, dont on n'aurait pas donné tripette et qui maintenant sont repris dans Ethereum. Donc, avant de... Bon. Et il y aura toujours des unités de compte facilement échangeables, ce qui est extrêmement important. Parce que, bien sûr, ce sont des monnaies internes. Mais comme le change est et sera de plus en plus facile, et ça je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte, le change est évidemment un problème. Donc il y aura forcément des gens qui vont vouloir s'y attaquer. Donc parmi ceux qui s'y attaqueront, qui seront des milliers, il y en aura forcément qui réussiront. Et à nous donner un système de change qui sera extrêmement simple d'un système à un autre. Par exemple, si vous voulez, moi je peux parfaitement tenir mes comptes en euros si j'ai envie, et si je m'achète un gadget informatique à payer en yens, eh ben je peux dire, ma transaction pourra être, à partir de mon compte en euros, versé en yens à machin, au Japon. Hein, et tout ça sera automatique entre les deux. Ce qui veut dire, et c'est absolument, ça à mon avis, c'est la clé de tout raisonnement en termes de concurrence dans ce domaine-là, et en termes de prévision de l'avenir, c'est que le choix et la concurrence entre les systèmes de paiement d'une part, et le choix et la concurrence entre monnaie proprement dite d'autre part, seront 2 choix séparés, qui seront faits séparément. Hein. Et je voudrais m'expliquer, d'abord parce qu'en plus, il y aura de plus en plus de change intégré. Quand je dis de plus en plus simple, c'est aussi change intégré. C'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin de passer par des sites spécialisés de change, qui eux sont contrôlables par les pouvoirs publics ou autres. Par contre, donc concurrence à 2 niveaux. Les systèmes de paiement, d'une part, monnaie de garde. Concurrence entre systèmes de paiement, je passe vite. Choisir entre systèmes de paiement, la plupart du temps, ce sera imposé par le marchand, si vous voulez. C'est-à-dire, quand vous êtes aux Galeries Lafayette, Galeries Lafayette vous dirait, voilà les 3 systèmes que j'ai. J'ai la carte bleue, j'ai PayPal et j'ai Ethereum. Bon, puis vous prendrez celui des 3 qui vous arrange le mieux. Mais, étant donné les avantages que présentent les systèmes de paiement pair à pair sur tous ces domaines-là, mon pronostic, c'est qu'ils tiendront une place de plus en plus grande. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain, hein, mais ces systèmes-là prendront dans le paiement une part croissante. Il y aura de plus en plus de paiements. Actuellement, je le disais, on estimait, mais il y a quelque temps, ça a peut-être changé, que 15% seulement des transactions Bitcoin correspondent à des paiements de choses réelles. Tout le reste, c'est de la spéculation et du change. Hein. Bon, ça changera forcément. Bon. Et le choix des monnaies, ce qu'on appelle les monnaies de règlement, savoir si vous réglez en Ether, en Bitcoin ou en Dieu sait quoi, c'est une conséquence mineure du choix du système de paiement. Hein, c'est pas important. Par contre, derrière, il me semble que j'en ai sauté une encore, mais c'est pas grave. Oh, non, c'est bon. Ah. Voilà. Par contre, dans les paiements, en paiement, ça pose quand même des problèmes. Il y a quand même concurrence avec le système actuel, et ils peuvent se débattre plus ou moins, sachant que le but initial de Bitcoin est de se passer d'intermédiaire dans les opérations bancaires, dans toutes les opérations financières, ce qui sera de plus en plus réalisé. Mais à l'inverse, définir de nouvelles applications, de nouveaux services, et en particulier les DAO et ces contrats, tout comme ça, c'est très compliqué. Autrement dit, il est probable que toute une série d'entreprises et d'institutions vont devoir, je prendrai par exemple les notaires, qui n'ont pas grand-chose à voir là, mais ça sont un bon exemple, auront de moins en moins à s'occuper d'exécuter les transactions et de plus en plus de développer des technologies permettant d'exécuter des transactions nouvelles. Sachant que l'exécution des transactions, elle sera, elle, automatisée. Mais vous avez une deuxième source de conflit, qui est les conflits avec l'État, parce que les problèmes que soulèvent ces systèmes, c'est d'abord la traçabilité des échanges. C'est-à-dire que si effectivement les échanges deviennent plus ou moins anonymes, ils le sont largement, mais pas complètement, mais ils peuvent le devenir complètement, à ce moment-là, quid des trafics illicites, quid des mouvements de capitaux, et quid des taxes. Hein, si l'État ne peut plus savoir qui paye quoi à qui. Hein. Donc il y a forcément là un conflit. Quant à la concurrence monétaire, elle consiste à dire que vous pouvez très bien décider, chacun d'entre vous,
et chaque entreprise de conserver comme monnaie de garde une unité de compte particulière parce que vous pensez que ces cours vont bien évoluer, que la facilité de change est correcte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop difficile, voilà ce que vous allez tenir en compte, et bien sûr que ce soit sûr, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain mettre fin, par exemple, au change. Ça veut dire que dans ce domaine-là, et c'est à mon avis une concurrence qui est inévitable, hein, ou du moins que pour l'éviter, il faudra des mesures vraiment exorbitantes du droit commun, comme on dit, l'avantage dans ce domaine-là, elle est aux monnaies, et évidemment les moins inflationnistes, par exemple Bitcoin, plutôt que n'importe quelle des monnaies régalées actuelles, et les moins discrétionnaires, parce qu'il ne suffit pas, si vous voulez, on a l'habitude, il ne suffit pas que qu'un État vous dise « moi je garantis ma monnaie », etc. Comme il a le pouvoir discrétionnaire d'y mettre fin, il y a des gens qui ne croiront pas, et qui diront « attendez, je vais quand même vers une monnaie, elle est peut-être moins bien garantie, mais au moins, ça ne risque pas de changer. Hein » L'Ether, par exemple, c'est 5 Ethers par bloc, une fois pour toutes, voilà. Donc elle est, bon, on ne sait pas si elle reste ou pas, mais au moins c'est sûr, au moins ça ne changera pas. D'où, et c'est pratiquement mon dernier chart, la problématique monétaire. Donc il y a d'une part un conflit avec l'État, quelles sont les attitudes possibles que peut avoir l'État. Et là, alors que jusqu'ici, je vous disais, tout ce que je vous disais là, jusqu'ici, à mon avis, je suis peut-être un peu présomptueux, mais ce que je vous disais, pratiquement, pour moi, ça relève de la certitude. Hein, le fait qu'il y aura toujours un grand nombre de cybermonnaies, le fait que ça posera tel et tel problème, etc. Ça, là, par contre, ça dépend évidemment du jeu des acteurs. Et des acteurs qui sont largement imprévisibles. Avec l'État, le gros problème que ça pose, c'est la perte du monopole monétaire. Et quand vous pensez ce que ça veut dire, hein, vous pensez que les États ne peuvent pas laisser ça sans réagir. Alors, je disais à Hayek, j'avais fait un topo dans cette même salle un jour là-dessus. Attitude possible, à différence, il y a des États aujourd'hui que ça n'a pas l'air de troubler. Bon, je pense que ça les troublera bien un jour, sauf s'ils réussissent à devenir libéraux, ce qui pour un État serait quand même paradoxal. Ils peuvent essayer de réglementer, évidemment, les tenants des cybermonnaies pures et dures vont s'empresser de trouver un moyen de contourner la réglementation, et ils le trouveront. Hein. Ils peuvent essayer d'interdire. Alors là, on tombe dans la police, là. C'est plus une question de technologie, c'est une question de police. Ils peuvent dire, ouais, l'interdire. Et on va voir, c'est une police et de tribunaux. Et enfin, ils peuvent saboter. Si l'interdiction ne suffit pas, ils peuvent saboter. Avec les fameuses attaques Goldfinger dont je vous parlais tout à l'heure. Quant aux gens de l'autre côté, cybermonde, eux, au fond, il y a deux attitudes à l'heure actuelle qui se dessinent. Il y en a une qui consiste à dire, bon ben, admettons qu'on soit réglementé. Il y a même des gens qui demandent à être réglementés. Hein. On est réglementé. Et franchement, vous êtes réglementé, mais vous avez toutes les possibilités de ne pas respecter les règlements. Hein. Ah oui, lesquels? Alors, il faudrait entrer beaucoup plus en détail dans mon exposé, là, pour ça. Hein. Non mais il est 9h, on passe aux questions. Ou alors, il y en a qui mèneront la résistance jusqu'au bout, en insistant sur l'opacité, les mots m'échappent, tant pis, peu importe, vous m'avez compris. Voilà. Mais ça, évidemment, qu'est-ce qui se passera? Donc ma conclusion, c'est qu'effectivement, il y a un réel potentiel de révolution très, très profonde, mais que ce sera d'abord progressif, ça ne se passera pas du jour au lendemain, même si dans le monde des cybermonnaies, il y a des fluctuations très rapides, mais sur l'ensemble, la prise de contrôle, si je veux dire, la prise de place sera très lente, et il y a ce gros problème de la réforme des États. Ce qui m'amène à citer cette citation immortelle de Pierre Dac, qui paraît-il d'ailleurs, il paraît qu'elle est attribuée aussi à Groucho Marx. Hein. Mais moi, je préfère Pierre Dac, franchement. Voilà. Donc voilà. Excusez-moi d'avoir duré si longtemps, et pourtant j'ai été long. Nous allons maintenant passer aux questions. On va prendre 4 ou 5 questions d'abord, et puis ensuite on essaiera de faire tourner. Alors, attendez. Juste pour un premier tour de questions. Ou d'intervention. Alors, 1, 2, allez, on démarre par ces deux-là.
Concernant les fameuses bifurcations des communautés de Plus fort, développement. Xavier. Oui. Concernant les bifurcations des communautés de développement. Oui. Vous avez dit que ça crée éventuellement une seconde monnaie à partir de la première s'il y avait une communauté qui s'extrayait sur le principe de vérification de la validité des transactions. Mais si une deuxième communauté se crée ainsi, il y a néanmoins un stock de jetons similaires qui se retrouvent dupliqués. Donc est-ce qu'il n'y a pas une duplication de la masse monétaire avec des transactions qui peuvent avoir lieu en parallèle, validées dans le premier univers et aussi validées dans le deuxième univers, mais cette fois-ci avec des destinataires différents, donc des transactions différentes, mais avec la même source, la même base de jetons? Non, je pense que le système est ainsi fait qu'une transaction, ou plutôt une sortie d'une transaction, ne peut servir qu'une seule fois en tout état de cause. En tout état, même s'il y a des bifurcations. Même s'il y a des bifurcations. Quand on bifurque, Bifurcation les logicielle, deux je dis monnaies bien. deviennent incompatibles. Et oui, c'est Mais ça. le stock de jetons, il existe. hein. Mais non, le stock de Il jetons, existe dans les deux. Non, le il stock n'existe pas, le existant, il jeton. reste dans le premier. Il existe et des... on crée des nouveaux Ouais, jetons dans et on le crée des second. nouveaux jetons dans le second. D'accord, mais ça, c'est une... Parce que le jeton, quand on parle de jeton, c'est une très mauvaise image, parce que jeton donne le sentiment qu'il existe quelque chose de physique, qui donc se conserve physiquement. Or, c'est pas vrai, rien ne se conserve physiquement. Dans le cas de la communauté Bitcoin, par exemple, en août, il va y avoir une réunion importante. En Ouais. il va y avoir trois options. Ouais. Plus fort, Xavier. Il va Ouais. y avoir trois options qui vont Ouais. être arbitrées. S'il y a une scission de la communauté, le stock de jetons sera bien identique dans deux communautés. Donc il faut vraiment qu'il y ait consensus pour que le stock de jetons ne soit pas en situation de duplication. Non, parce qu'il n'y a pas de stock de jetons. Il y a des transactions, il y a des transactions qui figurent, plutôt des sorties de transactions, qui figurent dans un fichier qui s'appelle le UTXO, Unspent Transaction Notebook, le fichier des transactions non utilisées, et qui est propre à chaque nœud du réseau. Hein. Et ce fichier des transactions non utilisées, eh ben, on a des transactions séparées sur les trois populations. Je crois qu'il ne faut pas partir de l'idée qu'on a créé une monnaie quelque part Non. et qu'on va la distribuer ensuite. Il n'y a de signe monétaire qu'entre deux parties d'une transaction, ou plusieurs parties. Et à ce moment-là, ces signes monétaires passent en quelque sorte d'un portefeuille à un autre portefeuille, mais sans passer par la case départ, parce qu'il n'y a pas de départ. Il me semble que le langage... Il me semble que le langage autour de cette question est brouillé, c'est une question que je voudrais vous poser, par le fait que quelle est la distinction que vous faites aujourd'hui entre un système de transaction et une monnaie? Un système de transaction, c'est un système qui vous permet de transférer des unités de compte. Par exemple, voilà un système de transaction Donc là, qui me on permet ne de parle prendre... pas de monnaie, on Attendez. parle de système de transaction. Exactement, c'est ce que j'ai dit dès le début Je pense dès que ma première phrase. que tout le mot monnaie brouille le message qui est autour de ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est pourquoi j'ai bien dit dès mon premier chart, nous parlons ici d'un système de règlement, d'un système de paiement, dans lequel il existe une unité de compte qui peut faire monnaie, comme je dis, c'est-à-dire rendre les... Ah ben si, ça rend les services d'une monnaie. Ça, c'est un fait, si vous voulez. C'est Non, un fait, mais bien système sûr de que si. transaction. Oui, mais qui rend les mêmes services. Alors, disons, pour être complet, disons qu'il rend les mêmes services qu'un autre système de transaction qui est ma main et mon portefeuille. Ma main, avec ma main, qui est un système de transaction, je peux aller prendre une pièce d'1 euro dans ma poche, qui est une monnaie, et la remettre à Jean-Pierre en échange de mon café. Autrement dit, j'ai bien un système de paiement qui est ma main, et qui utilise une monnaie qui est les espèces. Bon, eh bien, Bitcoin, Ethereum, c'est exactement la même chose. Il y a un système de paiement qui est un système informatisé et qui utilise quelque chose dont on peut se demander si c'est une monnaie ou pas. Et là, on entre dans toutes les discussions des économistes sur qu'est-ce que c'est qu'une monnaie. Hein. Discussion, à mon avis, la plupart du temps d'ailleurs parfaitement oiseuse, mais ça, c'est un autre sujet. Du moment que ça fait... Du moment... Oui, je sais bien. Du moment que pour moi, du moment que ça fait monnaie, comme je dis, c'est-à-dire que ça rend les services d'une monnaie, moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de savoir si ça mérite, au nom des économistes, le nom de monnaie ou pas. Ce n'est pas mon problème. Pour moi, oui.
Mais Tout dépend de ce que vous attendez d'une monnaie. qu'elle me permette, d'une part, qu'elle me permette de payer mes courses, et d'autre part, qu'elle me permette de payer mes courses et de payer demain mes courses avec l'argent que j'ai gagné aujourd'hui. Et de permettre de payer aujourd'hui ma retraite avec l'argent que j'ai économisé il y a 20 ans. Hein. Il y a donc bien les deux choses. Il y a donc bien moyen de paiement et... Non, c'est tout. Moyen de paiement et réserve de valeur. Et le troisième, qui est la dette, c'est simplement une autre forme de paiement. S'il vous plaît, pouvez-vous vous lever pour qu'on vous entende bien? Moi j'ai une question simple Plus pour fort, revenir, plus fort. Oui, une très question fort. simple pour revenir sur l'idée de la bifurcation. C'est si il y a une bifurcation et que vous faites une transaction qui est validée par un des deux parties et qui est refusée par l'autre. Oui. Comment va réagir le protocole et est-ce que s'il y a cette bifurcation, est-ce que ça implique que une partie du système considère que vous avez encore pas votre monnaie mais vos unités de valeur et une autre partie du système considère que vous les avez déjà données, donc du coup, est-ce que vous pouvez refaire une transaction pour quelqu'un d'autre en utilisant l'autre système de valeur? Et donc, J'entre c'est là- j'entre un peu plus dans le Et détail. quelle est, hein. quelle est en fait la réaction du système général? J'entre un petit peu plus dans le détail. Hein. Bon, alors, j'envoie une transaction, elle est reconnue par ce système-là. Hein. Elle est reconnue par ce système-là. Elle est donc intégrée dans un bloc qui va être diffusé dans le réseau. Bon. Quand les ordinateurs du réseau tiennent la chaîne de blocs, ce qu'on appelle les nœuds complets, reçoivent le bloc, ils vont revalider toutes les transactions que contient le bloc. Bon. Et si une de ces transactions a déjà été utilisée, ils refusent la totalité du bloc. Bon. Donc, si vous voulez, si cette transaction a été validée par ce nœud-là du réseau, en tant que mineur, elle sera acceptée par les nœuds du réseau à condition que cette même transaction n'ait pas été, qui ne l'ait pas déjà, eux, dans leur propre chaîne de blocs. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout à fait, mais du coup, comment se passe la bifurcation? Comment on... Bah, Ne pensez pas à un tout aiguillage. simplement, C'est pas une table d'aiguillage dans laquelle un certain nombre de rails se rebranchent pour un nœud commun. Une fois que vous quittez Bitcoin parce que vous avez changé quelque chose, par exemple dans le protocole de validation, vous n'êtes plus dans Bitcoin. Donc vous repartez sur des bases ouais, différentes. on passe sur autre chose. C'est ce qu'il faut bien une voir. scission. Oui, c'est ça. C'est comme la création de la Slovaquie à partir de la Tchécoslovaquie. Voilà. Une D'ailleurs, fois- c'est c'est un ça. Vous Le n'avez mot, plus rien en commun. Chacun vit son monde. le mot de fork ou bifurcation est d'ailleurs, une fois de plus, comme très souvent dans le vocabulaire Bitcoin, un mauvais choix. En fait, on aurait dû appeler ça soit une scission, soit mieux une partition. Parce que la réalité de ce qui se passe, c'est que votre réseau se partitionne en deux sous-réseaux. L'un des deux sous-réseaux utilise un certain protocole de validation et l'autre sous-réseau utilise un autre protocole de validation. Ce qui fait que les transactions sont valides pour l'un, ne sont plus valides pour l'autre, etc. Olivier? Oui, par rapport à la fin du monopole monétaire, je me demandais si le grand apport disons historique du Bitcoin n'était pas d'avoir dépucelé ou violé les États quant à leurs privilèges régaliens du fait de battre monnaie, disons, et d'une façon qui est irrémédiable, quasi éternelle, insaisissable. Vous parlez du logiciel libre, autre chose comme ça, etc. Mais que finalement, puisque vous posez la question quel avenir, est-ce que l'avenir n'est pas justement maintenant que ce viol de privilèges régaliens est fait, n'est pas à des monnaies type Veragold, etc., d'autres monnaies qui vont utiliser cette autoroute libérée, on va dire, par les cybermonnaies. Il y avait Robert Charby la dernière fois qui avait posé une question très intéressante. Et sur le gaspillage, la quantité, les milliards de bits nécessaires pour la simple transaction entre Alice et Bob dont vous parliez, et que finalement, est-ce que c'est pas la voie royale pour les monnaies avec tiers de confiance qui profiteront, disons, de cette nouvelle liberté offerte par les cybermonnaies? Alors, d'abord, c'était clairement et explicitement l'ambition des promoteurs initiaux de Bitcoin, Nakamoto et son équipe, justement, de mettre fin au monopole monétaire des États. C'est clairement identifié. Bon. Et ils voulaient faire de Bitcoin ce qu'ils appelaient proof of concept, une preuve de concept. Bon. Ils ont en partie réussi,
Mais il est évident que les États ne se laisseront pas faire. Hein, et que donc, avant que le monopole monétaire des États soit de fait remis en cause et commence à s'estomper, il va se passer encore pas mal de temps. Et ça ne se passera pas à la même vitesse dans tous les États, etc. Et deuxièmement, donc il y a des États qui réagiront très vite et qui essaieront de défendre leur monopole monétaire, mais les 100 000 personnes qui travaillent, peut-être pas les 100 000, mais disons les quelques dizaines de milliers de personnes, il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans Bitcoin, qui elles, de leur côté, vont tout faire pour qu'ils gagnent et que les États perdent. Irrémédiablement. Et bien sûr. Et qu'est-ce qu'il aboutira au bout? Bien malin qui pourrait le dire, en tout cas pas moi. Sans compter que tout ça est très très mobile. Alors, une question là, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, qu'à terme, c'est la disparition de la monnaie? Puisque de toute façon, ça dépend de ce que vous appelez la monnaie. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de mettre en place un système transactionnel, oui, dans lequel on va écrire tout ce que l'on fait. Et à chaque transaction, on va apporter une valeur. Mais la valeur de la transaction peut très bien s'établir sans passer. On peut avoir un système de référence intervaleur qui va nous permettre de gérer peut-être mondialement nos transactions. Bon. Et du coup, on n'a pratiquement plus besoin de la monnaie. Alors, premièrement, ça dépend une fois de plus de ce que vous appelez monnaie. C'est-à-dire, si vous posez, comme hélas, la grande majorité des économistes, hein, qu'une monnaie, c'est par définition quelque chose qui est géré par l'État, etc., alors, effectivement, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être ça. Bon. Mais moi, je pense, par exemple, que les euros, ou les je ne sais pas trop quoi, sous forme de pièces, il y en aura toujours. Je n'imagine pas un monde, au moins dans les prochaines décennies, un monde où effectivement je paierai le café de Jean-Pierre en bitcoin ou même en Ether. C'est tellement plus facile de sortir une pièce de 1 euro de ma poche et de la lui donner. Donc je pense que pour toute une série de paiements, y compris d'ailleurs les micro-paiements, hein, la monnaie actuelle finalement est tellement plus commode. Hein, et que par contre, suivant la nature des paiements, suivant le volume des paiements, suivant des tas de choses, on pourra utiliser différentes unités de compte qui auront donc des valeurs, qui auront donc des représentations physiques ou non différentes et qui emprunteront des systèmes de paiement différents. Ça, je suis d'accord avec vous. Dire que c'est la fin de la monnaie, j'y crois pas une seconde, si vous voulez. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle monnaie. Un système intéressant qui combine en quelque sorte le contrat et l'acte d'achat ou l'acte de transfert de propriété. Dans le cadre d'une chaîne comme Ethereum aujourd'hui, vous pouvez avoir un contrat d'assistance, d'entretien ou tout simplement de garantie qui soit assorti à la création de cette transaction. Et donc, vous avez dans la transaction, vous avez la partie monétaire, la partie transfert de propriété ou prêt, si c'était un prêt, une location de véhicule par exemple, les conditions de garantie, les conditions d'assurance, tout ça qui vient dans une sorte de bloc où plusieurs contrats sont scellés en même temps que le transfert de propriété et qu'une forme de règlement de ce transfert de propriété, qui peut d'ailleurs être un règlement à terme. Donc si vous entrez dans le monde des transactions abstraites, enfin, avec la variété que l'on peut imaginer de transactions de toute nature, un peu analogue à ce qu'il y a avec les marchés futurs par exemple, vous voyez apparaître tout un monde financier qui n'a plus besoin ni d'un capital monétaire, ni d'une sorte de banque centrale qui lui crée ou qui lui distribue de la monnaie, mais qui crée des transactions, gère ces transactions avec des transactions comptant, des transactions à terme, des transactions payées par compensation. Vous pouvez avoir une sorte de retour au troc. Hein. Voilà, exactement. Donc, ça peut être un troc contre un signe monétaire, un troc contre autre chose, des prestations de services, des garanties, etc. Alors, j'avais encore là-bas, je vais tout à l'heure, avant le début de la conférence, nous avons eu un petit aparté qui va vous permettre. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît, et nous dire quelle était la proposition que vous vouliez faire à cette noble assemblée? En fait, c'est un peu une proposition d'investissement. Bien fort, bien fort. C'est une proposition d'investissement avec un retour sur investissement infini. C'est-à-dire que c'est mieux que le Dream en coin.
Donc en fait, je vous propose de vous transférer 1 euro en Bitcoin à ceux qui le souhaitent. Donc vous avez juste à télécharger une Combien de application. Satoshi, ça fait Ça fait peut-être quelques millions de Satoshi, vous serez millionnaire. Et donc vous avez juste à télécharger une application sur votre smartphone et puis venir me voir et voilà. Voilà. Donc si vous voulez faire l'expérience pour la valeur d'un café, ou l'équivalent d'un café, vous avez là quelqu'un qui nous sert d'intermédiaire et qui se propose d'être la table de change pour que vous découvriez ce qu'est un Bitcoin par son intermédiaire. Merci beaucoup. Alors, oui, Monsieur Garçon. Je voudrais juste poser une question très béotienne. Est-ce que vous avez des exemples de transactions ou de transferts de propriété effectués avec Bitcoin ou Ethereum? J'en ai pas comme ça, il y en a des milliers tous les jours, il y en a des centaines de milliers tous les jours. Bah écoutez, l'exemple historique, il y a un exemple historique qui s'est passé le 22 mai 2010, je crois, où pour la première fois de l'histoire, quelqu'un a acheté une pizza et l'a payée en bitcoin. C'était en 2010, et il avait payé sa pizza 10 000 bitcoins. Bon, les temps ont bien changé, mais voilà, c'est l'exemple historique qui est le célèbre Pizza Day, qui est le 22 mai, anniversaire. Le 28 juin 2017, il doit probablement y avoir. Oh, sûrement. Oh, sûrement. Est-ce que c'est renseigné quelque part? Vous qui connaissez bien la Suisse. Je pense pas. C'est une question béotienne. Non mais vous qui connaissez bien la Suisse, dans le canton de Zug, vous pouvez payer certains impôts locaux en Ether. Donc là, on a, oui, c'est le premier témoignage dont j'ai entendu parler il y a à peu près 2 mois, de l'utilisation d'une de ces cybermonnaies pour payer un impôt, ce qui est quand même le début de la reconnaissance d'une valeur monétaire qui n'est pas créée par les tiers. Et parallèlement, les autorités confédérales suisses ont pris des dispositions extrêmement libérales vis-à-vis de cette monnaie ou de monnaie analogue, en admettant qu'elle puisse avoir valeur libératoire sur le territoire de la Confédération. Donc on a bien quelque chose qui est en train de se passer et qui est un retour à la bonne vieille tradition du banquier suisse qui dit « il y a de l'argent à faire, j'y vais ». Mais c'est tout récent. J'avais à Genève il y a 3 semaines un petit séminaire avec un certain nombre de gens du monde financier et des post-doctorants, donc d'ailleurs 2 Chinoises, dans lesquels on a débattu de cette reconnaissance. Elle est en cours. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres parties du monde, mais pour reprendre votre question, si vous allez à la maison du Bitcoin, ce que j'ai fait à Paris, rue du Sentier, vous voyez, vous vous placez pendant une demi-heure ou 1 heure au comptoir de cette maison du Bitcoin, et vous voyez qui vient échanger des dollars ou des billets de 100 euros ou de 200 euros, pour pouvoir faire quoi? Pour acheter des pneus pour leurs cousins au Venezuela, pour pouvoir importer des médicaments au Brésil, pour pouvoir acheter des pièces détachées d'automobiles pour certains pays africains. Moi, j'ai eu l'occasion de découvrir par ce biais avec un gars de Cotonou il était en train de chercher des pièces pour une vieille bagnole qu'il voulait faire préparer par son garagiste à Cotonou. Voilà. Si vous voulez. Il y a des transactions comme ça tous les jours. Est-ce que vous dites là, acheter des pneus pour les envoyer au Venezuela ou au Cotonou, ça peut se faire par un transfert classique, non? Oui, mais il n'y a pas d'argent au Venezuela. Non, mais on reçoit des pneus. Le seul moyen d'avoir une petite réserve d'épargne, c'est de la mettre en bitcoin. Parce que si vous sortez des dollars, vous allez en tôle, et là, ça ne se voit pas. Donc vous avez en réalité un vrai marché parallèle dans ce pays complètement effondré, où les seuls moyens d'alimenter discrètement par des petits trafics la vie quotidienne, je répète, pour un médicament un peu rare, il n'y a rien au Venezuela, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de pneus, on ne les rechappe plus, il n'y a plus de canouches, il n'y a plus rien. Donc le seul moyen de faire entrer les choses au Venezuela, quand on ne peut pas les payer en bolivars, que personne ne veut, qu'il n'y a plus un seul dollar et que vous êtes sous la surveillance constante d'une police complètement corrompue, vous ne pouvez agir de l'extérieur que en alimentant votre sécurité par voilà. D'où l'importance de l'anonymat et de la défense contre les méfaits de l'État. Bon là, alors on a un exemple. Ça, pour le Venezuela, c'est essentiel, c'est une question de gouvernement. Ouais.
Alors, on continue, je vous en prie. Bon, je reviens sur Xavier tout à l'heure. Oui. Non, on a déjà évoqué deux difficultés auxquelles sont confrontés les... Ce jeune homme m'a demandé Ah, vas-y. Oui. Levez-vous. Et puis après, on peut prendre quelques minutes. J'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée que Brice pour vous faire de l'argent. Moi, je pensais à investir par exemple 10 € dans chacune des 20 ou 30 premières cybermonnaies sur votre site et voir dans 5 ans ce que ça a donné. Voilà. Première idée. Ou 10 ans. On verra. Sinon, la remarque, c'était comme il y a énormément de programmeurs en permanence, et des génies, des geeks, etc., qui travaillent sur ces différentes cybermonnaies, est-ce qu'ils ne sont pas en train en fait, de créer des grands œuvres? C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a jamais autant d'heures, de temps humain et de cerveaux intelligents qui ont bossé sur un seul sujet dans toute l'histoire de l'humanité. En plus, quelque chose qui ne sera pas détruit a priori, puisqu'on va le stocker de manière, dans des disques durs qui vont ensuite se transmettre avec d'autres formes de données numériques, et donc ça va rester. Donc c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va avoir une ampleur à terme incroyable. Et là où je veux en venir, j'ai deux formes de questions. C'est est-ce qu'on ne va pas assister du coup à une augmentation de la croissance du coup absolument incroyable, liée uniquement au blockchain et aux cybermonnaies, avec un volume d'échange et une rapidité d'échange qu'on n'aura jamais vécu. Et du coup, on va arriver sur quelque chose de complètement nouveau. Et deuxième sujet, c'est ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on ne va pas redéfinir un peu la notion de confiance et de monnaie de manière générale? Mais on n'arrive même pas à savoir encore ce que ça va vraiment donner. Je crois que la réponse est oui, oui et oui. C'est-à-dire les trois pronostics que vous faites en disant qu'il va peut-être se passer ça, je pense effectivement que c'est très 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 possible. Les trois choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le plus grand nombre de personnes qui aient jamais collaboré sur la même œuvre dans le monde? Ça me paraît probable. Et ça me paraît probable parce que c'est quand même bien la première fois que un Japonais, un Français, un gars de l'Alaska, etc., peuvent travailler ensemble sur le même sujet sans se déplacer depuis chez eux. C'est bien la première fois. C'est un phénomène qui est l'extrapolation à ce domaine pour lequel on a parlé essentiellement aujourd'hui d'applications financières, il y en a d'autres, mais c'est une application du mécanisme du logiciel libre, et qui est une véritable coopération décentralisée, dont vous avez tous les jours, pour ceux d'entre vous qui utilisent par exemple OpenOffice, vous avez dans Thunderbolt, Thunder, je sais plus quoi, dans OpenOffice, des produits qui proviennent d'une communauté extrêmement lâche, qui s'ouvre, qui se referme en permanence, et qui vous permettent d'avoir l'équivalent de Windows pour zéro, hein, avec une contribution simplement de notoriété, parce que vous le téléchargez gratuitement sur n'importe quel site en France, au Brésil ou ailleurs. Donc ça existe. Et alors l'autre, juste un mot, l'autre analogie que je voudrais faire, pour rebondir sur votre très bonne remarque, c'est l'analogie avec le web. Lorsque le réseau interuniversitaire américain qui a été construit sous le cocon, donc ce réseau a été construit dans un contexte assez proche de la défense, mais il s'est très rapidement désolidarisé, il s'est autonomisé par rapport à son parrainage initial, et il est devenu une organisation internationale extrêmement souple et sur lesquelles, pour l'instant, en dehors de quelques états policiers rares, aucune puissance publique n'a osé, vu la taille du système, n'a osé véritablement le démanteler. Et à mon avis, c'est peut-être un petit mot de conclusion, enfin de proposition de synthèse avant de nous séparer, il me semble que la vitesse à laquelle, depuis 4 mois, Ethereum, Bitcoin et d'autres développent leurs échanges, c'est un signe qui ne trompe pas. Les hommes politiques en république ou en démocratie représentative ne sont pas courageux. Ils n'iront pas introduire une contrainte lourde, très coûteuse en droit de vote, s'ils s'aperçoivent que leur population a choisi, et en particulier la population la plus mobile, c'est-à-dire celle dont on peut espérer qu'elle apporte de la valeur ajoutée bientôt, si on veut garder sous la main, bénéficier de cette population et de ses trouvailles et de son énergie, il ne faut pas la déconsidérer. Donc la Chine a fait une bêtise à un moment en faisant
repartir un certain nombre des investisseurs américains qui ont d'ailleurs laissé beaucoup de plumes, et elle est revenue là-dessus. Alors ce qui est important de noter, c'est que, ça a été dit tout à l'heure par Gérard Delan, il faut bien noter que la Chine est une zone de minage extrêmement importante, pour les raisons qui ont été évoquées, des cadeaux, alors plus ou moins corrompus, mais des cadeaux d'électricité, des cadeaux de sites, et une partie du financement plus ou moins occulte de ces grands systèmes qui sont aujourd'hui les mineurs principaux, les nœuds complets, comme vous les avez appelés. Donc ça se développe en Chine, mais la visibilité de ce développement a provoqué une réaction, y compris chez un certain nombre de Chinois, qui ont baissé un peu leur pavillon et qui ont accepté que dans un endroit comme Singapour ou au Japon, des mineurs se reconstituent pour éviter une trop forte dominance du minage chinois. Et on aura des équilibres de ce genre, vu la taille des échanges et la rapidité de leur croissance, sauf s'il y a un accident très grave, qui est toujours possible. Hein, et on peut recevoir un astéroïde sur la Terre. Mais à défaut d'un accident de ce genre, la taille de ces 800, 900 monnaies ou crypto-monnaies, pardon, cybermonnaies qui coexistent aujourd'hui, va toucher tellement de monde que je doute qu'une puissance publique responsable les empêche d'exister. Ce qui va se passer, c'est le cas de Ripple, c'est que des groupes d'intérêt qui voient l'ubérisation de la finance venir contrecarrer leur propre plan, surtout après la crise de 2008, il y a quand même beaucoup de monde financier qui a payé très cher et c'est pas fini. Hein. Et donc il va y avoir peut-être une coalition d'une partie de la finance internationale occidentale pour protéger en quelque sorte son avenir, éviter que l'ubérisation de la monnaie les touche trop et des transactions les touchent trop. Mais ceux qui ont déjà mis le doigt dans l'engrenage ont compris. Et ces quelques 50 participants de Ripple, hein, c'est bien ça, ces quelques financiers qui se sont mis là-dedans sont en train d'apprendre quelque chose qui peut-être sera un avantage compétitif vis-à-vis de ceux qui ne l'ont pas touché. Peut-être, on ne sait pas. Mais ça va être, si ça marche, ça va mettre les gouvernements dans une position très difficile. Alors, Maduro pourra continuer à faire le crétin, hein, et à affirmer sa population. Mais un gouvernement responsable ne le fera pas. Voilà mon pronostic personnel. Alors Xavier, peut-être un mot? Deux questions encore. Oui. Cela dit, juste deux remarques très courtes. Cela dit, un État sans monopole de monnaie, interrogez-vous sur ce que c'est. C'est quelque chose de très très différent de ce qu'est un État aujourd'hui. Hein. Il y a des tas de choses qu'il ne peut plus faire s'il n'a pas le monopole de la s'il n'a pas un monopole de la monnaie. Il est obligé de bien faire law and order. Voilà, non mais c'est sûr que pour un libéral, comme je pense la plupart des gens comme nous sont, c'est mieux. Ça empêche l'État de faire j'allais dire des conneries, mais je ne dirais pas ça. Ça l'empêche de faire des bêtises. Mais et ça le fait résoudre les problèmes par des moyens réels et non pas par des artifices monétaires. Bon, ça c'est très bien, mais ça ne se fera pas tout seul. L'autre chose que je voulais dire, c'est un mot. Il y a probablement un exemple qui est voisin de celui que vous dites, là, le plus grand œuvre de tout le monde, et qui est peut-être encore plus gros que ça, c'est Wikipédia, quand même, quand on y réfléchit bien. Il doit y avoir plus de monde dans le monde qui contribue à Wikipédia, me semble-t-il, qu'il y en a qui contribuent au Bitcoin. Dans un autre genre. Il faut être moins calé. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Allez, un dernier mot. Oui, donc on a évoqué deux difficultés auxquelles il faut faire très attention concernant le développement des cybermonnaies, qui sont une difficulté politique, à savoir effectivement l'appétence des États pour le monopole, une difficulté technique et communautaire, à savoir le problème des bifurcations avec les logiciels distincts et la question de l'historique qu'ils portent, qui pourrait être dupliqué et ça pourrait poser problème selon moi. Et le troisième point qui est assez important à avoir aussi en tête, c'est que lorsqu'on avait jadis des monnaies privées, elles étaient basées sur des
les capitaux propres. Lorsque là, on a aujourd'hui des monnaies d'État, elles sont basées sur, comment dire, l'asservissement de la population sur lesquelles l'État entend avoir un monopole. Et puis là, donc, dans le cas des cybermonnaies, il y a une volatilité particulière qui se produit dans la mesure où les communautés sont rassemblées autour de cybermonnaies, mais elles peuvent aussi ne plus y être. On l'a vu avec la crise chypriote, où finalement une population relativement modeste, qui était celle de Chypre, au moment de la crise monétaire chypriote il y a quelques années, ça engendrait une fluctuation énorme du Bitcoin. Ah bon, à une époque qui était plus jeune qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de stabilité parce qu'il y a plus de communautés autour du Bitcoin, mais néanmoins, il y a une volatilité qui est plus forte que celle des monnaies étatiques ou des monnaies jadis basées sur des capitaux propres. Ça là, c'est une difficulté économique. L'économiste voilà, Gérard Dréan a certainement des observations à faire là-dessus. Dans le prolongement de votre intervention, Gérard, et dans votre dernière remarque, on a le problème de l'endettement des États. Parce que là, vous en avez parlé, mais à peine en filigrane. Comment le régler avec s'il y a une concurrence des monnaies, on est dans un système infernal. Ça n'a rien de dire ça. Quelle que soit l'unité de compte dans laquelle qui que ce soit est endetté, il est censé rembourser dans cette unité de compte et éventuellement se la procurer ou passer un accord avec son créancier en disant j'accepte d'être remboursé en autre chose, etc. C'est un problème très général qui a franchement rien à voir. Enfin, les cybermonnaies introduisent une dimension particulière, mais ça ne change pas fondamentalement le fond du problème, que je sache. Ah bah oui, bien sûr, non mais c'est ça. C'est ça. S'il ne peut plus fabriquer de la monnaie directement, indirectement, parce qu'il y a 36 façons de faire... Personne n'en veut. Voilà. Vous voulez dire un petit mot? Oui, éventuellement, la cotation, par exemple, de l'Ether par rapport à l'euro. Quelles sont les anticipations? C'est l'offre et la demande uniquement. Il y a des sites de change, si vous voulez. Il existe. Il y a les deux. Il y a bien, actuellement, c'est ça. Il y a des sites de change. Hein. Il doit y en avoir, au total, il doit y en avoir un petit millier, je crois, des sites de change. Alors, il y en a qui tradent sur 100 ou 150 monnaies différentes. Puis il y en a qui tradent sur 2 ou 3 monnaies. Bon, ils sont très différents. Mais il doit y avoir, je crois, un petit millier de sites de change où c'est l'offre et la demande. Hein. Complètement. Et il y aura de plus en plus le système Ripple, c'est-à-dire le système pair à pair, directement à travers le réseau. Hein, Voilà, il me reste à vous remercier pour ces deux conférences. Vous vous mettez à la sortie et vous faites affaire avec ceux qui veulent découvrir le Bitcoin. Merci à M. Dréan pour ce très brillant exposé. Merci au professeur Chamou. S'il vous plaît, nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous préviendrons au mois de septembre de notre prochaine réunion. Merci, bonsoir.